Ethan Callahan a enterré sa femme de ses propres mains, et le lendemain, il laisse retourner au travail. Pas parce qu'il n'était pas brisé, mais parce que les hommes brisés du Wyoming n'avaient pas le luxe de s'arrêter. C'était il y a 3 ans. Il n'avait pas prononcé son nom depuis. Puis, un matin d'été, une femme est arrivée sur ses terres. Elle avait 2 enfants affamés derrière elle et de la poussière sur ses bottes. Et elle l'a regardé comme on regarde une porte verrouillée, avec de l'espoir, mais sans rien attendre. Il l'a ouverte quand même. Et cela a tout changé. Si cette histoire vous touche, ici touche, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche. Nous publions de nouvelles histoires chaque semaine. Laissez un commentaire à dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyagera. L'été de 1876 est arrivé dur et sec sur le territoire du Wyoming. Le genre de chaleur qui fend la terre et rend les chevaux de mauvaise humeur. Et les hommes pires encore. Red Hollow se trouvait dans une cuvette entre deux crêtes, et en juillet, toute la ville sentait la poussière, le fer chaud et quelque chose de légèrement désespéré. L'odeur des endroits où la pluie ne vient pas, mais où les factures continuent d'arriver. Ethan Callahan est arrivé en ville ce matin-là, comme chaque semaine. Seul, tôt, et il avait fini avant que la plupart des hommes n'aient terminé leur café. Il a attaché son cheval devant le magasin général. Il a baissé son chapeau pour se protéger du soleil, et il est entré. Walt Greer, le propriétaire du magasin, qui avait un avis sur tout, parlait déjà. J'ai entendu dire qu'un chariot est tombé en panne sur la route du Sud, dit Walt, sans lever les yeux de son registre. Il ne lisait pas vraiment. Une femme qui voyage seule, 2 enfants. C'est ça, dit Ethan. Ce n'était pas une question. Il a pris sa liste sur le comptoir. Elle n'est pas d'ici. Elle cherche du travail. Beaucoup de gens cherchent du travail cet été. Walt a finalement levé les yeux. Celle-ci n'a pas de mari, pas d'argent, rien, à part ses 2 enfants et un essieu cassé. Ethan a posé sa liste. Donne-lui l'ancienne maison des Henderson pour qu'elle y reste. Walt cligna des yeux. Pourquoi je ferais ça? Parce que c'est vide, qu'il fait chaud et qu'elle a des enfants. Walt haussa les épaules, comme si ce n'était pas son problème, et il laisse retourner à son registre. Ethan a rassemblé ses provisions sans un mot de plus. Il l'a trouvée à la sortie de la ville, et elle se tenait à côté d'un chariot qui avait perdu sa roue arrière-gauche. Le chariot penchait tristement dans la poussière, comme s'il avait honte de lui-même. 2 enfants étaient assis sur une malle non loin. Un garçon, d'environ 10 ans, avec le visage de quelqu'un qui a appris à ne pas pleurer en public, et une fille de pas plus de 6 ans qui mâchouillait le bout de sa tresse et observait tout avec d'immenses yeux bruns. La femme lui tournait le dos. Elle parlait à la roue, comme si elle pouvait la convaincre de retourner sur les cieux par la seule force de sa volonté. Sa robe était d'une couleur qui avait dû être bleue, mais qui avait été lavée trop de fois. Ses cheveux étaient relevés, mais la chaleur en avait fait tomber des mèches. Ses mains, quand elle s'est retournée, étaient manies. Ah, ça, dans les mains d'une femme qui travaille. Elle l'a regardé, il l'a regardé, elle a parlé la première. Je ne cherche pas d'ennui, a-t-elle dit. J'ai juste besoin que quelqu'un me dise s'il y a un forgeron qui ne me demandera pas plus que ce que j'ai. Combien avez-vous? Elle n'a pas hésité. 40 cents. Ethan a regardé la roue. Le forgeron prend 2 $. Elle a fermé les yeux un instant, puis les a rouverts. Alors, je devrais d'abord trouver du travail. Quel genre de travail? N'importe lequel. Elle a croisé son regard directement. Cuisine, nettoyage, raccommodage. Je peux m'occuper du bétail si nécessaire. J'ai déjà géré une ferme. Il l'a étudié à un moment. Pas comme certains hommes étudient les femmes, en les cataloguant et en les évaluant. Mais comme un homme étudie un problème pour bien le comprendre. Vous avez un nom? A-t-il demandé. Clara Whitmore. Voici mes enfants, Luke et Annie. Le garçon, Luke, s'est redressé quand son nom a été prononcé, comme s'il y avait été entraîné. La petite fille, Annie, a continué à mâcher sa tresse. Elle regardait Ethan comme si elle essayait de savoir s'il était sans danger. Ethan a touché son chapeau. Ethan Callahan. J'ai un ranch à 6 miles au nord. Vous proposez du travail, Monsieur Callahan? Je vous demande si vous en voulez. Clara l'a regardé, puis ses enfants, puis de nouveau lui. Quel serait le travail? Cuisiner, nettoyer, aider avec le potager. Je suis seul sur cette terre. Je mange mal, et l'endroit semble à l'abandon parce que personne ne s'en occupe. Il l'a dit simplement,
sans aucune excuse. Je ne paie pas beaucoup. Mais vous auriez un toit, 3 repas par jour, et vos enfants seraient en sécurité. Quelles sont vos attentes, Monsieur Callahan? Que vous travailliez et que vous soyez honnête, c'est tout. C'est tout ce qui compte. Clara est restée silencieuse un long moment. Luke a tiré sur sa manche. « Maman », a-t-il dit doucement. Elle a posé sa main sur la sienne et a regardé Ethan une dernière fois. « Quand commencerions-nous? Dès que j'aurai réparé votre roue. » Il l'a réparé lui-même, là, dans la rue. Pendant ce temps, 3 hommes, appuyés contre la façade du saloon, regardaient sans proposer leur aide. Il sentait leurs regards. Il avait senti des regards comme ça toute sa vie d'adulte. Cette attention particulière d'une petite ville, quand elle a décidé que quelque chose est assez intéressant pour être jugé. Walt Greer est sorti du magasin, alors qu'Ethan chargeait de la malle de Clara à l'arrière de son chariot. « Tu les emmènes chez toi? » a demandé Walt. « Oui, » a répondu Ethan. Walt a baissé la voix, comme si ça rendait la chose moins grave. « Ce n'est pas convenable. Elle a besoin de travail. J'ai besoin d'aide. C'est assez convenable pour moi. » Les gens vont parler. Ethan est monté sur le siège du chariot. Les gens parlent déjà, Walt. De tout et de tout le monde. Je n'ai pas remarqué que ça changeait grand-chose. Il a claqué la langue pour faire avancer le cheval. Le chariot s'est mis en route. Derrière lui, il a entendu Walt dire quelque chose aux hommes devant le saloon. Il les a entendus rire. Il ne s'est pas retourné. Le ranch se trouvait sur une longue pente. Un ruisseau traversait l'extrémité sud. Et la vue sur les montagnes, par les matins clairs, vous faisait croire que le monde était encore majoritairement bon. La femme d'Ethan, Rose, avait adoré cette vue. Elle avait créé le potager et le carré d'herbe aromatique près de la porte arrière. Elle avait accroché des rideaux à chaque fenêtre, même si Ethan lui disait que les chevaux se fichaient en des rideaux. Après sa mort, les rideaux ont été enlevés. Le jardin a été envahi par les mauvaises herbes. La maison est devenue silencieuse, d'un silence qui n'avait rien à voir avec le son. Ethan travaillait. Il a toujours travaillé. Mais la maison restait vide d'une manière que le travail ne pouvait pas réparer. Quand Clara a franchi la porte d'entrée cet après-midi-là, elle s'est arrêtée. Elle a regardé les murs nus, les fenêtres poussiéreuses, et la table qui ne contenait qu'une boîte de café et un harnais cassé. Elle n'a rien dit pendant un moment. Puis elle a dit « Où gardez-vous votre balai? » Ethan a montré du doigt. Elle a hoché la tête une fois et retroussé ses manches et s'est mise au travail. Annie a trouvé le chat avant le souper. Il vivait dans la grange, n'avait pas de nom et se méfiait profondément des êtres humains. Mais Annie s'est assise dans la paille, parfaitement immobile, et a attendu. Et finalement, le chat est venu à elle. Parce que les animaux et les enfants savent des choses les uns sur les autres que les adultes oublient. Luke a aidé Ethan avec les chevaux. Il travaillait silencieusement, efficacement, avec la concentration d'un enfant à qui on a demandé d'être utile trop jeune. « Tu connais les chevaux? » a demandé Ethan. « Un peu, » a dit Luke. « Mon père en avait 2. » Ethan a attendu. « Il est mort, » a dit Luke. « De la fièvre, il y a 2 hivers. Je suis désolé. » Luke haussa les épaules. Ce petit haussement d'épaules sec qui signifie « J'ai déjà fait de la pêche avec ça parce que je n'avais pas de choix. » Maman travaille depuis que nous étions à Cheyenne, dans une blanchisserie. Il a fait une pause. Elle espérait quelque chose de mieux. Ethan lui a tendu une brosse. Commence par le gris. Ils ont travaillé en silence pendant un moment, ce qui était une sorte de conversation en soi. Ce soir-là, Clara a cuisiné avec ce qu'Ethan avait dans sa cuisine, ce qui n'était pas grand-chose. Des haricots secs, du porc salé, un sac de semoule de maïs, des oignons de l'année dernière qui tenaient encore. Elle en a fait quelque chose qui sentait comme un vrai repas, ce qui était plus qu'Ethan n'avait réussi à faire depuis plus longtemps qu'il ne voulait l'admettre. Ils se sont assis à table, tous les 4. C'était la première fois en 3 ans qu'Ethan s'asseyait à cette table avec quelqu'un. Annie parlait. Elle avait la conversation inarrêtable d'une enfant de 6 ans à qui on avait trop souvent dit de se taire et qui avait accumulé beaucoup de choses à dire en réserve. « Le nom du chat est Bouton », a-t-elle annoncé. « Le chat n'a pas de nom », a dit Ethan. « Si, maintenant il en a un. » Clara a regardé sa fille avec l'expression d'une femme qui a renoncé à mener certaines batailles. « Dis merci à M. Callahan pour le souper, Annie. Merci, M. Callahan. » Annie a pris sa cuillère. « Votre maison était très poussiéreuse. »« Annie, » a dit Clara. « Elle l'était, » a dit Ethan d'un ton neutre. « Moins maintenant, dit Annie de l'innipante. »
Annie a semblé satisfaite. Elle a mangé ses haricots avec beaucoup d'enthousiasme. Et elle a raconté longuement à la tablée l'histoire d'un chien qu'elle avait connu à Cheyenne, et d'un garçon de son ancienne école qui pouvait siffler avec ses doigts, et d'un rêve qu'elle avait fait sur un cheval avec une queue verte. Luke mangeait en silence et observait le visage de sa mère. Comme les enfants observent le visage d'un parent quand ils décident encore si un endroit est sûr. Ethan a regardé Luke regarder Clara et a pensé « Ce garçon est l'homme de cette famille depuis 2 ans. Portez ça à 10 ans. » Il a versé plus de haricots dans le bol de Luke sans rien dire. Luke a levé les yeux, surpris. Ethan a juste fait un signe de tête vers le bol. Luke a mangé. La première rumeur leur est parvenue en 4 jours. Ethan l'a appris comme les hommes l'apprennent toujours dans les petites villes. Quelqu'un l'a dit à quelqu'un, qui l'a dit à quelqu'un dont la femme en a parlé au propriétaire du magasin d'aliments pour bétail, qui a réussi à le glisser dans une phrase quand Ethan était venu chercher de l'avoine. Certains disent, a dit le propriétaire du magasin, un homme nommé Horace, doué pour dire des choses désagréables d'une voix douce, que votre arrangement est irrégulier. Mon arrangement, a dit Ethan. La veuve qui vit chez vous, elle travaille chez moi. Juste travailler? Ethan l'a regardé. Que ferait-elle d'autre, Horace? Horace a réussi à exprimer un doute considérable sans rien dire du tout, ce qui était un talent. Ethan a payé son avoine et est parti. La deuxième chose qui s'est produite, c'est l'Église. Ethan n'avait jamais été un pratiquant régulier. Rose l'avait été et après sa mort, il y allait 2 fois par an parce qu'il trouvait ça respectueux. Puis il rentrait chez lui et ne se sentait pas mieux. Mais quand Clara et les enfants sont arrivés, elle lui a demandé le premier dimanche s'il y avait une église en ville. « Il y en a une, a-t-il dit. Vous y allez? Parfois. Cela vous dérangerait si nous y allions? Non. Alors ils y sont allés. Le pasteur Elijah Brooks dirigeait les services dans l'église blanche au bout de la rue principale. C'était un homme grand et sérieux, avec des yeux bienveillants et la voix prudente de quelqu'un qui comprenait que les mots devant une congrégation ont du poids. Il les a accueillis sans drame, ce qu'Ethan a apprécié. La congrégation était moins discrète. Ethan l'a senti dès le premier hymne. La façon dont les gens orientaient leur corps sans tourner la tête. L'échange chuchoté derrière une main. La façon dont Martha Greer, la femme de Walt, a regardé Clara puis a détourné le regard avec l'expression spécifique de quelqu'un qui stocke des informations. Après le service, 2 femmes ont parlé chaleureusement à Clara. Plusieurs ne lui ont pas parlé du tout. Et une femme, Ellen Mercer, la femme du banquier de la ville, l'a regardée avec un sourire si acéré qu'il aurait pu faire couler le sang. « Madame Whitmore », a dit Ellen, le nom précis dans sa bouche, comme une chose à manipuler avec soin. Comme c'est gentil de la part de M. Callahan de vous employer. Il a été très généreux, a dit Clara d'un ton égal. En effet, les yeux d'Ellen se sont déplacés vers Ethan, puis de nouveau vers Clara. Vous devez être très capable pour gérer un ranch toute seule avec 2 enfants. Je gère la maison, madame. Monsieur Callahan gère le ranch. Bien sûr. Le sourire n'a pas bougé. Bien sûr, ce n'est que ça. Ethan s'est avancé. Pas trop près, pas agressivement. Juste assez. Madame Mercer, a-t-il dit agréablement, votre mari cherche toujours à acheter le pâturage du Nord. Ellen cligna des yeux. Je suis sûr que je ne connais pas les affaires de Caleb, parce que ma réponse est toujours non, a dit Ethan, juste au cas où ça reviendrait sur le tapis. Il a touché le bord de son chapeau et hoché la tête et a marché avec Clara et les enfants jusqu'au chariot. Ils ont parcouru les 6 miles jusqu'à la maison dans la chaleur de midi sans beaucoup parler. Annie s'était endormie contre le bras de Clara. Luke regardait la route. Elle le dira à son mari, a dit Clara doucement. Elle le fera, a convenu Ethan. Est-ce que ça va être un problème? Ethan est resté silencieux un moment. Le chariot a roulé sur le lit d'un ruisseau asséché avec une secousse. Annie a bougé et s'est réinstallée contre sa mère sans se réveiller. Caleb Mercer veut ce pâturage du Nord depuis 2 ans, a dit Ethan. Il veut les droits sur l'eau qui vont avec. Sans cette terre, son exploitation de bétail ne se développe pas comme il le veut. Il a gardé les yeux sur la route. Il attend que j'ai assez besoin d'argent pour vendre. Et ce n'est pas le cas. Pas encore. Clara l'a regardé. Il va utiliser ça. Quoi qu'il pense que ce soit, il l'utilisera contre vous. Probablement. Et ça ne vous inquiète pas. Ethan la regarda de côté. Je m'inquiète des choses que je peux changer, Madame Whitmore. Les ambitions de Caleb Mercer n'en font pas partie. Elle est restée silencieuse. Vous n'étiez pas obligé de faire ça là-bas.
Avec sa femme. Non. Mais vous l'avez fait. Elle était impolie. Clara a baissé les yeux sur Annie qui dormait sur ses genoux. Des gens ont déjà été impolis. Personne n'a jamais. Elle s'est arrêtée, intervenue. Elle n'a pas répondu, ce qui était une réponse en soi. Dan a ramené ses yeux sur la route. Vous travaillez honnêtement sur ma terre, a-t-il dit. Vous élevez vos enfants correctement. Si quelqu'un a un problème avec ça, il a un problème avec moi. Il l'a dit comme on dit quelque chose qui est déjà réglé. Sans drame, juste un fait. Clara est restée silencieuse pendant le reste du trajet. Caleb Mercer était un homme qui avait appris très tôt que le pouvoir ne ressemble pas toujours au pouvoir. Il avait 51 ans, était bien nourri, avec des mains soignées et les yeux patients de quelqu'un qui avait fait de l'attente une profession. Il dirigeait la seule banque de Red Hollow. Et il savait, avec l'intimité d'un homme qui détenait les dettes de tout le monde, exactement combien chacun devait et où se trouvaient les points de pression. Il est venu voir Ethan un mardi matin. Il a remonté la route jusqu'au ranch comme un homme faisant une visite de courtoisie, ce qui n'était pas le cas. Ethan fendait du bois de chauffage. Il a continué à fendre quand il a entendu le cheval, a fini la bûche sur laquelle il travaillait, puis s'est arrêté et a attendu. Mercer est descendu de cheval. Ethan. Caleb. Mercer a regardé la maison. J'ai entendu dire que tu as pris de l'aide. Tu as bien entendu? Une veuve, c'est exact. La voix de Mercer est restée agréable. C'est charitable de ta part, vu les circonstances. Quelles circonstances? Une femme seule, sans famille, dépendante de ta générosité. Mercer a laissé cela en suspens un moment. Les gens en ville s'inquiètent des apparences. Les gens en ville devraient s'occuper de leurs propres affaires. Ethan, le ton agréable, s'est légèrement effrité. Je suis ici en ami, en tant que quelqu'un qui a toujours respecté ta famille. Ta femme était une bonne femme. Ceci, il a fait un geste vers la maison, n'honore pas sa mémoire. Ethan a posé sa hache. Il a regardé Mercer un long moment. Assez longtemps pour que Mercer ait failli dire quelque chose pour combler le silence, puis s'est ravisé. Rose, a dit Ethan, aurait fait entrer Clara et ses enfants et les aurait nourris avant même qu'ils aient fini de se présenter. Sa voix était égale. Ne me parle pas de sa mémoire pour faire passer tes affaires pour des principes. L'expression de Mercer n'a pas changé, mais quelque chose derrière ses yeux a changé. L'offre pour le pâturage du Nord tient toujours, a-t-il dit. Un prix juste pour t'aider à traverser une saison difficile. La saison va bien. Elle deviendra plus dure. Les mots ont été dits doucement, de manière conversationnelle, mais ils éteignent ce qu'ils éteignent. Ethan a ramassé sa hache. Tu as besoin d'autre chose, Caleb. Mercer est monté sur son cheval. Il a réarrangé son visage en une expression agréable, comme un homme qui enfile un manteau. Pense à l'offre, a-t-il dit, avant que les choses ne se compliquent. Il est reparti sur la route. Ethan a fendu une autre bûche, puis il est rentré et a dit à Clara qu'elle devait savoir que Mercer était venu. Et ce qu'il avait dit, et ce qu'il voulait dire, parce qu'elle avait le droit de savoir dans quoi elle s'était engagée. Elle a écouté sans l'interrompre. Quand il a fini, elle a dit « Voulez-vous que nous partions? » « Non. Si ça s'aggrave pour vous, Madame Whitmore. » Il a croisé son regard directement. « Je ne prends pas de décision en fonction de ce que Caleb Mercer pourrait faire. J'ai pris une décision quand je vous ai offert ce travail et je m'y tiens. Et c'est comme ça que je fais des choses. » Clara a soutenu son regard un moment, puis elle a hoché la tête une fois et est retournée à ce qu'elle faisait. Luke est rentré de la ville 12 jours plus tard avec une lèvre fendue et de la boue sur les genoux. Il est entré dans la cour et Ethan l'a vu depuis la clôture. Il s'est approché sans se presser, car se presser aurait embarrassé le garçon. « Qu'est-il arrivé? » a demandé Ethan. La mâchoire de Luke était serrée. « Rien. C'est un sacré rien. » Luke a regardé le sol. Des garçons au puits. Ils ont dit, il s'est arrêté. Des choses. Quelles choses? La gorge du garçon a bougé. Ils m'ont traité de bâtard de ranch. Ils ont dit que ma maman était... Il n'a pas fini. Ethan s'est accroupi pour être au niveau du garçon. Il a regardé le visage de Luke, la lèvre coupée, le sang séché, l'expression d'un garçon de 10 ans qui s'efforçait d'être plus vieux qu'il ne l'était. « Tu t'es défendu? » a demandé Ethan. « Oui, monsieur. »« Bien. » Luke cligna des yeux, ne s'attendant clairement pas à ça.
Se défendre quand quelqu'un insulte ta mère, a dit Ethan, ce n'est pas quelque chose que je te reprocherai jamais. Il a regardé le garçon fixement. Combien était-il? 3. Tu as fait des dégâts. Quelque chose a vacillé au coin de la bouche de Luke. Tommy Greer va avoir un œil au beurre noir. Le fils de Walt. Oui, monsieur. Ethan est resté silencieux un moment. Puis il s'est levé. Viens à l'intérieur. On va nettoyer cette lèvre. Ensuite, tu me diras exactement ce qui a été dit. Quelle importance ce qui a été dit? Parce que, a dit Ethan, je veux savoir à quoi nous avons affaire. Et je préfère le savoir de toi plutôt que de l'apprendre d'une autre manière. Luke l'a suivi à l'intérieur. Clara a vu le visage de son fils et son expression est devenue compliquée et contrôlée. Le visage d'une femme qui a appris à gérer sa peur pour que ses enfants ne la portent pas. C'est bon, a dit Luke rapidement. Je vais bien, maman. Elle a pris son visage dans ses mains quand même, le tournant doucement, vérifiant les dégâts. Assieds-toi, a-t-elle dit. Il s'est assis. Ethan se tenait dans l'embrasure de la porte et la regardait s'occuper de son fils. Il a senti quelque chose le traverser. Un vieux chagrin et quelque chose de nouveau qui n'avait pas encore de nom. Et puis il laisse retourner dehors parce qu'un homme a besoin d'un endroit où mettre les choses qu'il ne peut pas dire. Il laisse rester longtemps près de la clôture à regarder les montagnes. Rose avait adoré cette vue. Il a pensé, cette maison a été une tombe pendant 3 ans. Et puis il a pensé, elle ne l'est plus. Et puis il a pensé à Caleb Mercer et au garçon au puits et à l'expression sur le visage de Martha Greer à l'église. Et il a compris, avec la clarté d'un homme qui a cessé de prétendre que les choses se résoudraient d'elles-mêmes, que ça n'allait pas devenir plus facile. Il n'avait juste pas encore décidé ce qu'il allait faire à ce sujet. Le soleil commençait sa longue glissade estivale vers les montagnes. Quelque part dans la maison derrière lui, il pouvait entendre Annie parler au chat et la voix de Luke répondre à quelque chose que sa mère demandait. Et puis le rire tranquille de Clara à la réponse, quelle qu'elle soit. Et le son d'une maison qui n'était plus vide est passé par la fenêtre ouverte et s'est installé autour de lui, comme quelque chose dont il n'avait pas réalisé le manque jusqu'à maintenant. Il s'est redressé, a ramassé le poteau de clôture qu'il avait posé et s'est remis au travail. Le matin, c'est après que Luke soit rentré avec une lèvre fendue, Ethan est parti pour Red Hollow, seul. Il n'a pas dit à Clara où il allait. Il n'en avait pas besoin. Elle l'a vu seller le cheval avant le petit déjeuner. Et elle l'a regardé depuis la fenêtre de la cuisine avec l'expression d'une femme qui comprenait que certaines choses devaient être gérées par la personne qui avait l'intention de les gérer. Il a trouvé Walt Greer ouvrant son magasin à 7 heures. « Ton fils a sauté sur le mien au puits », a dit Ethan. Il n'a pas haussé la voix. 3 contre 1, Walt s'est redressé lentement. « Les garçons sont des garçons, Ethan. 3 contre 1, ce ne sont pas des garçons qui sont des garçons, Walt. C'est une leçon que quelqu'un leur a apprise. » La mâchoire de Walt s'est crispée. « Mon Tommy a dit que le garçon Whitmore a donné le premier coup. Après que ton Tommy ait traité sa mère d'un nom que je ne répéterai pas en bonne compagnie. » Ethan a soutenu le regard de l'homme. « Tu veux me dire que c'est acceptable devant des enfants? » Walt a détourné le regard le premier. « Les gens parlent, Ethan. Tu ne peux pas leur reprocher d'avoir des opinions. Je peux leur reprocher de mettre ces opinions dans la bouche des enfants et de les envoyer contre un garçon de 10 ans. » Ethan a posé ses 2 mains à plat sur le comptoir. « Si ça se reproduit, je ne viendrai pas pour parler. » Il a acheté sa farine et est parti. La nouvelle s'est répandue comme les nouvelles se répandent toujours à Red Hollow, vite et légèrement déformée, ce qui était pire que complètement faux, car elle gardait la forme de la vérité tout en perdant tout son sens. L'après-midi, l'histoire était devenue qu'Ethan Callahan avait menacé Walt Greer pour une simple bagarre de cours d'école. Ce qui a dit à Ethan tout ce qu'il avait besoin de savoir sur qui contrôlait le récit. Caleb Mercer avait un bureau au-dessus de la banque avec une fenêtre qui donnait sur la rue principale. Ethan avait toujours soupçonné qu'il passait une partie considérable de sa journée à cette fenêtre, et les événements continuaient de confirmer ce soupçon. Clara a entendu la version de l'histoire qui est arrivée au ranch par une femme nommée Ida Perkins, la voisine la plus proche. Elle est venue cet après-midi-là avec un pot de confiture et le but à peine dissimulé de recueillir des informations. Ida avait 60 ans, était bruyante et fondamentalement décente malgré elle, ce qui signifiait qu'elle a raconté la rumeur à Clara tout en la désapprouvant clairement. Ils disent qu'Ethan a fait des menaces, a dit Ida,
posant les confitures sur la table de la cuisine et regardant autour d'elle avec l'intérêt concentré de quelqu'un qui catalogue tout ce qu'il voit pour une discussion ultérieure. Ce n'était pas rien, a dit Clara. Elle a versé du café sans qu'on le lui demande. 3 garçons ont sauté sur mon fils à cause de ragots que des adultes sont lancés. La bouche d'Ida s'est amincie. Elle a pris son café. Tu sais comment cette ville fonctionne, ma chérie. Je commence à comprendre. Mercer veut cette terre depuis des années. Ce n'est pas un homme patient. Ida a baissé la voix, comme si les murs pouvaient écouter. Il a fait partir les Henderson il y a 2 ans. Il a exigé le remboursement de leurs dettes quand leur récolte a été mauvaise. La terre a été mise aux enchères. Il l'a achetée pour la moitié de sa valeur. Clara s'est restée silencieuse. Je te dis juste ça, a dit Ida, pour que tu comprennes à quoi tu as affaire. J'apprécie Madame Perkins. Ida a fini son café, a regardé une dernière fois la cuisine. Les fenêtres propres, les boutures d'herbe dans un bocal près de l'évier, la preuve d'une maison dont on s'occupait, et quelque chose s'est brièvement adouci dans son expression. « Tu as fait du bon travail ici », a-t-elle dit d'une voix bourrue. L'endroit n'a pas été comme ça depuis que Rose était en vie. Elle a pris son panier. C'est juste une observation, pas un jugement. Elle est partie sans attendre de réponse. Clara a parlé à Ethan de la terre des Henderson ce soir-là, après que les enfants se soient endormis. Ils se sont assis à la table de la cuisine avec la lampe entre eux et la fenêtre ouverte sur la chaleur. Et elle a exposé ce qu'Ida avait dit en phrases claires et prudentes, car c'était une femme qui traitait l'information directement. Ethan a écouté sans l'interrompre. « Tu savais pour les Henderson, a-t-elle dit quand elle a fini. « Je savais. Et tu sais qu'il essaiera la même chose avec toi. Il ne détient pas ma dette. J'ai remboursé le ranch il y a 4 ans. » Les yeux de Clara ont parcouru son visage. Alors qu'est-ce qu'il a à utiliser? Ethan est resté silencieux un moment. Dans le territoire du Wyoming, un homme peut demander au comté de déclarer une propriété comme nuisance publique s'il peut prouver que la conduite du propriétaire met en danger le bien-être de la communauté. Il l'a dit platement, sans drame. C'est rare, mais Mercer a un juge à Casper qui lui doit une faveur. Et s'il peut obtenir que suffisamment de gens de la ville signent une plainte, il peut prendre ta terre par la loi. Il peut me rendre très difficile de la garder. Clara a baissé les yeux sur la table. La flamme de la lampe a légèrement bougé dans le courant d'air et les ombres ont changé autour d'eux. Ethan, si nous sommes la cause de ça, vous n'êtes pas la cause. La cupidité de Mercer est la cause. Vous n'êtes que l'excuse. C'est une distinction qui n'aura pas d'importance si vous perdez ce ranch. Je ne vais pas perdre ce ranch. Elle a levé les yeux vers lui. Comment pouvez-vous en être sûr? Il a soutenu son regard. Parce que je n'ai rien fait de mal et j'ai bien l'intention de le faire comprendre très clairement. C'était la chose la plus ferme qu'elle ait entendu quelqu'un dire en 2 ans. Elle ne savait pas si elle devait trouver cela réconfortant ou effrayant. Elle a trouvé que c'était les deux. Annie est tombée malade la 2e semaine d'août. Pas gravement, une fièvre d'été. Le genre qui brûle fort pendant 2 jours, puis tombe et laisse un enfant mou, demandant de la soupe et une attention supplémentaire. Mais cela a secoué Clara d'une manière qu'elle n'a pas montrée aux enfants. Un enfant malade sans médecin, sans argent et dans une ville hostile était une terreur particulière. Et Clara avait vécu cette terreur auparavant, quand Luke avait eu le croup il y a 2 hivers, dans une pension à Cheyenne, sans personne pour l'aider. Elle est restée debout les 2 nuits. La 2e nuit, vers 2 heures du matin, Ethan est apparu dans l'embrasure de la petite chambre où dormait Annie. Il était encore habillé. Clara n'était pas sûre qu'il se soit couché. « La fièvre est tombée ?» a-t-il demandé doucement. « Pas encore. » Il a hoché la tête. Il a traversé la pièce, s'est accroupi près du petit lit et a posé le dos de sa main sur le front d'Annie avec une douceur exercée qui l'a surprise. « Ma fille avait des fièvres comme ça, » a-t-il dit. Clara est devenue très immobile. Ethan n'a pas levé les yeux du visage d'Annie. Elle est morte à 3 ans, avant Rose. Il s'est arrêté. C'était un hiver plus dur. La pièce était silencieuse. Le genre de silence qui n'est pas vide, mais plein. « Je suis désolé, » a dit Clara doucement. « Je ne savais pas. Personne ici ne le sait. Je n'en parle pas. » Il est resté silencieux un moment. Elle s'appelait Grace. Annie a bougé dans le lit, s'est tournée vers le son des voix, et ses yeux se sont entr'ouverts, brillants de fièvre et sans focus. « C'est le matin, » a-t-elle murmuré.
Pas encore, ma chérie, a dit Clara. Les yeux d'Annie ont trouvé Ethan dans la pénombre. Monsieur Callahan. Je suis là, a-t-il dit. Bouton est venu dormir sur le lit, a-t-elle dit avec la logique d'une enfant de 6 ans fiévreuse. Je lui ai dit que ça ne vous dérangerait pas. Ça ne me dérange pas. Elle a refermé les yeux. Ethan s'est redressé. Lui et Clara se sont regardés à travers la petite pièce, au-dessus de l'enfant endormi. Et quelque chose est passé entre eux, trop compliqué pour être dit, et aucun d'eux n'a essayé. Je vais chercher plus d'eau, a-t-il dit. Il était parti avant qu'elle ne puisse dire merci. La fièvre est tombée au matin. Annie a pris son petit déjeuner avec l'appétit féroce d'une enfant qui a été malade et qui est maintenant profondément déterminée à se rétablir. Elle a exigé d'aller voir les poules, et le rythme ordinaire de la maison s'est refermé sur la nuit précédente comme l'eau sur une pierre. Mais Clara portait ce qu'Ethan avait dit. Elle le retournait soigneusement dans son esprit. Comme on retourne quelque chose de fragile. Une fille nommée Grace. Un hiver plus dur. La manière particulière dont il l'avait dit, sans apitoiement, juste un fait, parce que c'était comme ça qu'il gérait tout, comme un fait, comme quelque chose à reconnaître, puis à traverser. Elle a pensé, cet homme a porté beaucoup de choses seul. Elle a pensé, moi aussi. Elle laisse retourner au travail. La vie est arrivée un jeudi. Il a été apporté par l'adjoint du shérif du comté, un jeune homme nommé Croft. Il avait l'air mal à l'aise, comme quelqu'un qui livre un message qu'il n'a pas lu, mais qu'il soupçonne d'être source de problèmes. Il l'a remis à Ethan à la barrière et est reparti rapidement, ce qui a dit à Ethan quelque chose sur le message avant qu'il ne l'ouvre. C'était une plainte officielle signée par 11 résidents de Red Hollow. Elle demandait une audience municipale au motif que les arrangements domestiques d'Ethan Callahan constituaient une nuisance morale publique et donnaient un mauvais exemple aux enfants de la communauté. L'audience était fixée à 2 semaines. Le nom de Caleb Mercer ne figurait pas sur le document, ce qui signifiait que ses empreintes étaient partout. Ethan l'a lu 2 fois. Puis il l'a plié, l'a mis dans sa poche et a fini le poteau de clôture sur lequel il travaillait. Parce que la clôture devait être faite et que la panique était un luxe qu'il n'avait pas. Clara l'a trouvé à la clôture 1 heure plus tard. Elle avait vu Croft arriver et repartir. Qu'est-ce que c'était? Il lui a tendu le papier plié sans parler. Elle l'a lu. Il a regardé son visage. La façon dont il est devenu immobile, puis prudent, puis quelque chose qui n'était pas tout à fait de la peur, mais qui s'en approchait. 11 personnes, a-t-elle dit. Mercer a eu de l'aide. Ethan, elle le lui a rendu. C'est à propos de vous. Ça n'a plus rien à voir avec moi ou les enfants. C'est lui qui vient pour votre terre. Je sais. Vous devriez parler à un avocat. L'avocat le plus proche est à 40 miles. Alors parcourez 40 miles. Il a presque souri. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, Madame Whitmore. À quoi vous attendiez-vous? À quelqu'un de plus. Il a réfléchi, résigné. J'étais résigné, a-t-elle dit. Pendant environ 1 an après la mort de mon mari. Ça n'a rien arrangé. Elle a croisé son regard. Vous n'avez pas reculé devant Mercer quand il est venu au ranch. Ne commencez pas à reculer maintenant. Il l'a regardé un moment. Je partirai demain, a-t-il dit. Il a parcouru 41 miles jusqu'à un avocat nommé Gerald Fitch. Il travaillait dans un bureau encombré au-dessus d'une quincaillerie à Casper. Il avait la réputation d'être efficace, cher et honnête, une combinaison difficile à maintenir, ce qui expliquait pourquoi il n'était que modérément prospère. Fitch a lu la plainte, il l'a relue. Il l'a posée et a regardé Ethan par-dessus ses lunettes. Qui a signé ça? Ethan les a nommés. Fitch a reconnu 3 noms et a haussé un sourcil. Et le nom de Caleb Mercer n'y est pas. Non, mais il a organisé ça. Je parierais le ranch là-dessus. Fitch s'est penché en arrière. Le statut de nuisance publique qu'ils invoquent est légitime, mais mince. Il devrait démontrer un préjudice réel pour la communauté, pas seulement une désapprobation morale. Et c'est un argument plus difficile qu'il n'y paraît. Il a tapoté le papier. Mais si Mercer obtient un juge sympathique, il en a un à Casper. Fitch est resté silencieux un moment. Le juge Hartley? Je ne connais pas le nom. Si c'est Hartley, ça devient plus difficile. Fitch le regarda fixement. Vous comprenez à quoi vous avez affaire ici? Ce n'est pas à propos de la veuve. Je sais de quoi il s'agit. Voulez-vous mon conseil honnête? C'est pour ça que j'ai parcouru 40 miles. Fitch a joint ses mains sur le bureau. La solution la plus simple.
Supprimez la cause de la plainte. Renvoyez la femme et ses enfants. Mercy perd son angle d'attaque. L'audience est annulée. La terre reste en sécurité. Ethan l'a regardé. Ça, a dit Ethan, ce n'est pas une solution que je suis prêt à envisager. Fitch l'a étudié un long moment, puis il a hoché la tête lentement, avec l'expression d'un homme qui a décidé de respecter quelque chose, même si cela lui coûte un effort. Alors nous nous battrons, et vous devez comprendre que ce sera cher, que ce sera désagréable, et qu'il n'y a aucune garantie de résultat. Je comprends. Pourquoi? A demandé Fitch. Pas comme un défi, comme une vraie question. Une veuve que vous avez rencontrée il y a 6 semaines. Pourquoi cette terre vaut-elle la peine d'être risquée pour elle? Ethan est resté silencieux un moment. Ce n'est pas à propos d'elle, a-t-il dit. C'est parce que je n'ai rien fait de mal et je serai damné si je laisse Caleb Mercer utiliser la loi pour m'apprendre que faire le bien à un prix que je n'aurais pas dû payer. Fitch est resté silencieux. Puis il a ouvert le tiroir de son bureau et a sorti une feuille de papier propre. Très bien, a-t-il dit. Racontez-moi tout depuis le début. Ethan est revenu au ranch 2 jours plus tard en début de soirée. Il a trouvé le pasteur Elijah Brooks assis à sa table de cuisine, buvant du café avec Clara, ce à quoi il ne s'attendait pas. Brooks s'est levé quand Ethan est entré. C'était un homme grand, avec une manière directe et la dignité particulière de quelqu'un qui a décidé à un moment donné qu'il préférait être honnête plutôt que confortable. Ethan, a-t-il dit, je suis venu vous parler. Clairement. Ethan a accroché son chapeau. À propos de l'audience, à propos de ce que j'ai l'intention de dire à l'audience, Brooks a posé sa tasse. 3 membres de ma congrégation m'ont dit que je devais faire une déclaration publique condamnant votre foyer, que ne pas le faire serait considéré comme une approbation du péché. La cuisine était très silencieuse. « Et ?» a dit Ethan, « et je leur ai dit que je ne le ferais pas. » Brooks a soutenu son regard. « Je vous ai observé ces dernières semaines, Ethan. J'ai observé comment ces enfants sont soignés, comment cette femme travaille. Il n'y a aucun péché dans votre foyer que je puisse identifier. Et je ne suis pas disposé à prononcer une condamnation pour la commodité d'hommes ayant des intérêts financiers dans le résultat. » Les mains de Clara s'étaient immobilisées sur la table. « Ils vous mettront la pression, » a dit Ethan. « Ils l'ont déjà fait. » Brooks a pris son chapeau sur la table. « Je voulais que vous sachiez où je me situe avant l'audience. Pour que vous n'entriez pas là-dedans en pensant que vous êtes seul. » Il a fait un signe de tête à Clara, un signe de tête à Ethan, et est sorti. La cuisine est restée silencieuse un moment. Puis Luke est apparu dans l'embrasure de la porte du couloir. Il avait clairement écouté. Il a regardé Ethan avec ses yeux trop vieux. « Ça va être grave? » a-t-il demandé. Ethan a regardé le garçon. Il a pensé à mentir, ce qui aurait été gentil. Il a pensé à minimiser, ce qui aurait été pratique. Il a dit « Ça va être bruyant et laid, et les gens vont dire des choses qui ne sont pas vraies. Mais nous allons rester là et les laisser dire. Et ensuite, nous dirons la vérité. Et la vérité tiendra. » Luke a soutenu son regard. « Comment le savez-vous? »« Parce que j'ai vu les 2 côtés, » a dit Ethan. « Et la vérité tient plus longtemps. » Luke n'avait pas l'air entièrement convaincu, mais il a hoché la tête et n'a pas posé d'autres questions. Les 2 semaines avant l'audience se sont écoulées comme le mauvais temps. Assez lentement pour qu'on le voie venir, assez vite pour qu'il frappe avant qu'on soit prêt. La première chose qu'Ethan a remarqué, c'est le crédit au magasin. Il avait un compte au magasin général de Walt Greer depuis 11 ans, payé à temps, chaque mois, sans exception. Quand il est entré le lundi avant l'audience pour prendre des provisions, Walt lui a dit, sans le regarder dans les yeux, que le compte avait été suspendu en attendant l'examen de son solde impayé. Le solde impayé d'Ethan était de 4,30 $. « Ah oui? » a dit Ethan. « Politique du magasin, » a dit Walt. « Walt, j'ai ce compte depuis avant la naissance de ton plus jeune. » Walt a gardé les yeux sur le comptoir. « Je suis désolé, Ethan. C'est juste la politique. » Ethan a compté 4,30 $ de sa poche, les a posés sur le comptoir pièce par pièce, a pris ses provisions et est parti sans un mot de plus. Il est ensuite allé au magasin d'aliments pour bétail. Horace lui a dit, avec un peu plus de gêne que Walt, mais avec le même résultat, qu'il ne pouvait pas lui accorder de crédit ce mois-ci. La quincaillerie était fermée, ce qui pouvait être une coïncidence ou non. La femme qui vendait habituellement des œufs au ranch a fait savoir qu'elle n'en avait pas à revendre. En 4 heures, Ethan Callahan avait été discrètement et efficacement coupé du commerce d'une ville
où il vivait depuis 15 ans. Il est rentré chez lui et a fait le calcul dans sa tête. Il avait assez de provisions pour 3, peut-être 4 semaines. Le ranch produisait maintenant ses propres œufs. Clara s'en était occupée. Le potager donnait. Il n'allait pas mourir de faim, mais Mercer faisait passer son message quand même. Les messages n'ont pas besoin d'être pratiques pour atteindre leur cible. Clara était à table quand il est rentré, en train d'écrire une lettre. Elle a levé les yeux vers son visage et l'a lu avec la rapidité d'une femme qui a appris à lire les ennuis très tôt. Qu'est-il arrivé? Il lui a parlé des magasins. Elle a posé sa plume. Elle est restée silencieuse un moment et il a vu quelque chose la traverser. Pas de la panique, pas du désespoir, mais la colère dure et silencieuse d'une femme qui a déjà vu des gens punir l'innocence et qui n'a plus de patience pour ça. Mercer, a-t-elle dit, doit être... personne ne fait ça d'un coup par coïncidence. Il essaie de vous le faire sentir avant l'audience, de vous faire venir à lui. Je sais. Le ferez-vous? Non. Elle l'a regardé. Ethan, vous pourriez perdre. Je sais ce que je pourrais perdre. Il l'a dit doucement, mais avec finalité. Je sais aussi ce que je perdrais si je le laissais gagner de cette façon. Et cette perte est plus grande. Clara est restée silencieuse. Puis elle a repris sa plume. J'écris à ma belle-sœur, à Laramie, la femme du frère de mon mari. Elle est pratique et elle a des contacts avec certaines sociétés d'aide aux femmes. Je ne sais pas si ça comptera, mais ça pourrait. Ethan s'est assis en face d'elle. Écrivez la lettre. Elle l'a écrite. Il a regardé ses mains bouger sur la page, ferme, précise, sans un mot de trop. Et il a pensé qu'il y avait une sorte de courage dans le pratique. Le courage des gens qui n'arrêtent pas de bouger juste parce que le sol est incertain. Luke les a entendus parler et n'a rien dit. Mais le lendemain matin, il était debout avant l'aube. Il avait fini de nourrir les poules, de transporter l'eau et de fendre la moitié du bois avant qu'Ethan ne sorte de la maison. Il s'est reculé quand Ethan est apparu, ne le regardant pas tout à fait, à la manière d'un garçon qui veut offrir quelque chose mais ne sait pas si ce sera accepté. Ethan a regardé le bois fendu, a regardé Luke. « Bon travail », a-t-il dit simplement. Les épaules de Luke se sont abaissées d'1 centimètre. Le soulagement d'un enfant qui avait besoin d'être utile et qui a pu l'être. Ils ont travaillé le reste de la matinée sans beaucoup parler, ce qui était alors leur mode naturel. Le silence confortable de 2 personnes qui se comprenaient sans avoir besoin de confirmation constante. À midi, Luke a dit sans lever les yeux du rail de clôture qu'il ponçait. Vont-ils prendre le ranch? Ils vont essayer. Qu'arrivera-t-il s'ils le font? Ils ne le feront pas. Mais s'ils le faisaient, Ethan a arrêté de travailler. Il s'est tourné pour faire face au garçon. Luke, regarde-moi. Luke a levé les yeux. Si le pire arrivait, ce qui n'arrivera pas, toi, ta mère et ta sœur ne seriez pas laissés sans endroit ni plan. Je veux que tu comprennes que quoi qu'il arrive à cette audience, j'ai pris des dispositions. Luke a soutenu son regard. Quel genre de dispositions? Le genre qui signifie que vous n'êtes pas seul dans cette affaire. Ethan a soutenu le regard du garçon. C'est tout ce que tu as besoin de savoir pour l'instant. Luke est resté silencieux un long moment. Quelque chose dans son visage, cette vieille expression usée, a légèrement changé. « D'accord », a-t-il dit. Il est retourné au ponçage. La veille de l'audience, Annie est montée dans la cuisine pendant que Clara cuisinait. Elle s'est assise par terre à côté du poêle, son endroit préféré pour les conversations sérieuses, et a dit « Maman, pourquoi les gens ne nous aiment pas ?» Clara a posé sa cuillère. Elle s'est assise par terre à côté de sa fille, car c'était le genre de mère qu'elle était. Elle rejoignait Annie là où Annie était, pas là où c'était pratique. Certaines personnes, a-t-elle dit prudemment, n'aiment pas les choses qu'elles ne comprennent pas. Et nous sommes quelque chose de nouveau ici, quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas. Annie a réfléchi à cela. Ils n'aiment pas M. Callahan non plus? Certains d'entre eux, en ce moment. Oui, c'est stupide, a dit Annie avec la simplicité dévastatrice de ses 6 ans. M. Callahan a réparé ma roue et il laisse Bouton dormir à l'intérieur. Et il n'a pas crié sur Luke même quand Luke a cassé le bonceau. Je sais, ma chérie, si les gens savaient ces choses, ils l'aimeraient. Clara a lissé les cheveux de sa fille. Tu as raison, ils l'aimeraient. Annie s'est appuyée contre elle. Est-ce que ça ira demain? Clara ne mentait pas à ses enfants. Elle avait décidé cela il y a 2 ans, quand leur père était mort et qu'elle avait dû leur dire la vérité avant d'être prête à la dire. Et elle avait vu comment la vérité, même dure,
les calmait plus qu'un faux réconfort. « Je ne sais pas, a-t-elle dit, mais nous serons ensemble et Ethan sera là, et c'est plus que ce que nous avions il y a 6 semaines. » Annie a réfléchi à cela. « C'est vrai, a-t-elle dit, comme si c'était un argument raisonnablement bon. » Elle s'est levée. « Je peux avoir un peu de pâte? » Clara lui a tendu la cuillère. La mairie de Red Hollow se trouvait entre l'église et le bureau des terres. C'était un bâtiment simple et fonctionnel qui accueillait les réunions communautaires, des danses occasionnelles et ce genre de théâtre civique que les petites villes jouent quand elles ont besoin de se sentir institutionnelles. Le matin de l'audience, elle était plus pleine qu'Ethan ne l'avait jamais vue. Il est arrivé avec Clara à sa gauche et les 2 enfants derrière eux. Il a franchi la porte de ce bâtiment comme un homme qui avait tout à fait le droit d'être là, ce qui était le cas, et il avait l'intention que tout le monde le comprenne. La pièce est devenue silencieuse quand ils sont entrés. Pas le silence confortable ou du respect, mais le silence chargé d'un public qui attendait. Caleb Mercer était assis à la table de devant, aux côtés de 2 représentants du comté qu'Ethan ne reconnaissait pas, et un troisième homme, plus âgé, lourd, avec l'autorité bien établie d'un juge, qu'Ethan a immédiatement reconnu comme l'homme dont Fitch l'avait prévenu. Le juge Hartley, le juge de Mercer. La mâchoire d'Ethan s'est légèrement crispée. Il a continué à marcher. Fitch était déjà là, à une table latérale, avec des papiers devant lui et l'expression contenue d'un homme qui avait évalué la pièce et recalculait. Il a croisé le regard d'Ethan. Le recalcul n'était pas encourageant. Le pasteur Brooks était assis au 3e rang. Il a fait un signe de tête à Ethan, avec la solidarité tranquille d'un homme qui avait dit ce qu'il pensait et pensait ce qu'il disait. Ethan s'est assis. Clara s'est assise à côté de lui, le dos droit, les mains jointes sur ses genoux. Son visage arborait l'expression composée d'une femme qui ne donnerait pas à cette pièce la satisfaction de l'avoir effrayée. Luke s'est assis de l'autre côté. Annie, petite et vigilante, s'est pressée contre son bras. Mercer ne les a pas regardés. C'était une déclaration en soi. L'homme de Mercer a ouvert la procédure. C'était un avocat de Casper nommé Aldis Pierce, lisse et précis. Il a exposé la plainte dans un langage prudent et mesuré, conçu pour paraître raisonnable tout en signifiant quelque chose de cruel. Il a parlé des normes communautaires. Il a parlé de la responsabilité des propriétaires envers le caractère moral de leurs voisins. Il a parlé des enfants de Red Hollow et des exemples qui leur étaient donnés. Il n'a pas dit une seule fois « Caleb Mercer veut la terre de cet homme et a fabriqué une panique morale pour l'obtenir ». Quand Pierce a fini, Fitch s'est levé. Il était plus calme que Pierce, moins poli. Il avait la manière d'un homme qui avait vu assez de salles d'audience pour savoir que la performance était moins fiable que la précision. Il a exposé 3 choses. Que l'emploi de Clara Whitmore par Ethan Callahan était un arrangement de travail légitime, qu'aucune preuve d'inconvenance n'existait au-delà de la rumeur, et que le statut invoqué n'avait jamais, dans le territoire du Wyoming, été appliqué avec succès à un cas sans préjudice documenté. Il a tout dit simplement. Il s'est rassis. Le juge Hartley a regardé la table de Mercer, puis Fitch et Ethan, avec l'expression d'un homme qui avait déjà décidé et qui jouait la prise de décision pour la forme. « Nous entendrons les témoins », a-t-il dit. Les témoins que Mercer avait rassemblés étaient un théâtre particulier. Walt Greer a parlé du caractère de la communauté. Ellen Mercer a parlé de son inquiétude pour l'éducation morale de la jeunesse de Red Hollow. Un fermier nommé Peters, dont la terre bordait le pâturage sud d'Ethan, a dit qu'il avait vu des choses qui le mettaient mal à l'aise. Et quand Fitch l'a pressé de préciser, il n'a pu préciser rien qui ne soit pas une activité domestique tout à fait ordinaire. Chacun d'eux a parlé avec le malaise moralisateur de personnes qui savaient qu'elles faisaient quelque chose qu'elles ne voudraient pas voir examiné de trop près, mais qui s'étaient convaincus que la cause le justifiait. Ethan est resté immobile pendant tout cela. Clara est restée immobile. Les enfants sont restés immobiles. Et la pièce les regardait. Et certains visages affichaient de la satisfaction, et certains visages affichaient de la gêne. Et quelques visages au fond, Ida Perkins en était un, affichaient quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la honte. Puis Hartley a dit « L'accusé souhaite-t-il parler ?» Ethan s'est levé. La pièce a bougé. Il n'a pas regardé Mercer. Il a regardé la pièce, les gens, les visages, les voisins qu'il avait eus pendant 15 ans, les étrangers, les quelques amis et les nombreux observateurs. Il y a 3 ans,
a-t-il dit, ma femme est morte et ma maison est devenue silencieuse. J'ai travaillé cette terre seule et je n'ai rien demandé à cette ville. Et cette ville ne m'a rien demandé. Sa voix était égale. Il y a 6 semaines, une femme est venue à Red Hollow avec 2 enfants et rien d'autre. Elle a demandé du travail. Personne ne lui en a offert. Je l'ai fait. Il a fait une pause. Elle cuisine, elle nettoie, elle s'occupe du jardin que ma femme a planté et n'a pas pu finir. Elle apprend à mes poules à être productives, ce qui est plus que ce que j'ai réussi. Son fils travaille plus dur que des hommes 2 fois son âge. Sa fille, une brève pause, a nommé mon chat de grange. Un son a traversé la pièce. Pas tout à fait un rire, quelque chose de plus compliqué. Je n'ai rien fait de mal, a dit Ethan. J'ai offert un travail honnête à une femme honnête qui en avait besoin. Je ne m'excuserai pas pour ça. Je ne me laisserai pas faire honte pour ça. Et je ne les renverrai pas pour satisfaire un homme qui veut mon pâturage du Nord et qui a passé 6 semaines à essayer de trouver un argument moral pour le prendre. Silence. Un silence complet et retentissant. Et puis Caleb Mercer, qui n'avait pas parlé une seule fois pendant toute la procédure, s'est levé. C'est une accusation calomnieuse, a dit Mercer. Sa voix était contrôlée, mais à peine. Faite sans preuve. Vous êtes venu à mon ranch, a dit Ethan, toujours d'un ton égal, 3 jours après l'arrivée de Mme Whitmore. Vous m'avez dit que l'offre pour le pâturage du Nord tenait toujours. Vous m'avez dit que les choses se compliqueraient. 1 semaine plus tard, mon crédit au magasin a été suspendu. 2 semaines plus tard, cette plainte est apparue avec 11 noms dessus. Il a regardé Mercer directement. Je n'ai pas besoin d'un avocat pour relier ces faits, Caleb. Et personne dans cette pièce non plus. Le silence était différent maintenant, plus lourd. Le genre de silence qui se produit quand une vérité est dite dans une pièce pleine de gens qui ont prétendu ne pas la connaître. Le visage de Mercer est devenu rouge. Juge Hartley, Monsieur Callahan, a dit Hartley sèchement, vous ne ferez pas d'accusation dans cette audience sans documentation. J'ai de la documentation. Fitch s'est levé. Il a placé un papier sur la table du juge. Des relevés bancaires obtenus légalement montrant un paiement de 5 000 $ du compte de Mercer à un fonctionnaire du comté à Casper, spécifiquement au greffier responsable de l'attribution de cette audience à votre tribunal, Juge Hartley. La pièce a éclaté. Mercer était debout. Pierce était debout. Hartley a frappé la table de sa main pour rétablir l'ordre et n'a rien obtenu pendant 30 secondes. Ethan se tenait au milieu de tout ça, immobile, avec l'immobilité d'un homme qui a joué sa carte et attend de voir ce que la table fait. La main de Clara a trouvé son bras. Pas pour s'accrocher, juste présente. Un contact bref et réel. Il n'a pas baissé les yeux, mais sa posture a légèrement changé. Comme un homme qui a porté quelque chose seul et qui vient de sentir quelqu'un prendre un coin du poids. Quand la pièce s'est calmée, Fitch a dit « Nous demandons le rejet de cette plainte et la récusation du juge Hartley pour motif de conflit d'intérêts documenté. » Le visage de Hartley était de la couleur d'une vieille brique. Ce n'est pas le lieu approprié. C'est le seul lieu disponible pour mon client aujourd'hui. Fitch était très calme. Si vous souhaitez contester la documentation, j'invite le tribunal à le faire formellement. Les dossiers sont déjà entre les mains d'un deuxième avocat à Cheyenne. Il a fait une pause. Et d'un journaliste du Wyoming Tribune. La deuxième éruption a été plus forte que la première. Il a fallu 40 minutes de plus pour que l'audience se dissolve dans le chaos, puis dans les affaires administratives inconfortables d'un rejet formel, que Hartley a effectué avec la hâte sans grâce d'un homme essayant de quitter une pièce avant que le feu ne l'atteigne. Mercer est sorti sans regarder Ethan. Pierce a rassemblé ses papiers avec la neutralité exercée d'un avocat qui avait déjà été du côté des perdants et qui s'en remettrait. Les 11 signataires sont sortis avec des degrés variables de gêne, certains évitant le regard d'Ethan. Une femme, Mary Hutchins, s'est même arrêtée et a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose, puis l'a refermée et a continué. Ada Perkins s'est arrêtée. « Vous avez bien géré ça », a-t-elle dit d'une voix bourrue à tous les deux. « C'est Fitch qui a géré », a dit Ethan. Fitch avait le papier. « Vous aviez la pièce. » Elle a regardé Clara. « Votre lettre a atteint quelqu'un, ma chérie. C'est de là que vient l'homme du tribune. » Clara cligna des yeux. « Ma belle-sœur. Apparemment, elle connaît une femme qui connaît quelqu'un au journal. » Ada haussa les épaules. « Bonne chose aussi. » Elle a tapoté fermement le bras de Clara une fois et est sortie. Ils étaient parmi les dernières à partir.
Luke était resté silencieux pendant toute la procédure. Silencieux avec l'attention concentrée et absorbante d'un garçon qui stocke tout pour un examen ultérieur. Alors qu'il sortait dans la chaleur d'août et la rue de Red Hollow, il a marché près d'Ethan, sans le toucher, juste près. Ethan a baissé les yeux vers lui. « Ça va? » a-t-il demandé. « Oui, monsieur. » Luke a réfléchi un moment. « Monsieur Callahan. »« Oui. Vous saviez pour les relevés bancaires avant d'entrer? » « Ce n'était pas une question. Fitch les a trouvés, a dit Ethan. Mais vous avez laissé Mercer parler. Vous les avez tous laissés parler. Vous avez attendu qu'il se lève. » Les yeux de Luke étaient vifs. « Pourquoi? » Ethan a regardé le garçon un long moment. Parce que la pièce avait besoin d'entendre ce qu'il était avant de voir ce qu'il avait fait, a-t-il dit. Les gens peuvent en rejeter des preuves. Ils ont plus de mal à rejeter l'homme qu'ils viennent de voir se lever. Luke est resté silencieux, en train de traiter l'information. « C'est intelligent, a-t-il dit finalement. « Fitch est intelligent, a dit Ethan. Je lui ai juste fait confiance. » Annie, qui avait tenu la main de sa mère et n'avait rien écouté de tout cela, parce qu'elle avait repéré un chien devant le magasin d'aliments, s'est libérée et a couru vers lui. Et Clara a appelé après elle, et pendant un moment, c'était juste ordinaire. L'ordinaire banal et irremplaçable d'une famille dans une rue d'été. Ethan s'est arrêté de marcher. Il s'est tenu dans la rue de Red Hollow, dans la chaleur d'août, et a regardé ces trois personnes. La femme appelant le nom de sa fille avec un amour exaspéré. Le garçon à côté de lui avec ses yeux trop vieux devenus légèrement doux. La petite fille accroupie joyeusement dans la poussière, se liant d'amitié avec le chien d'un étranger. Et il a senti quelque chose bouger dans sa poitrine. Pas réglé, pas terminé. Mercer n'en avait pas fini et la ville n'était pas guérie. Et il y avait encore un long chemin à parcourir. Il le savait. Mais quelque chose s'était ouvert aujourd'hui qui ne pouvait pas être refermé. Dans la salle d'audience, dans la compréhension de la ville de ce qui avait été fait et qui l'avait fait. Et en lui, dans la partie de lui qui avait été une tombe pendant 3 ans et qui était lentement et sans sa pleine permission en train de devenir autre chose. Clara est revenue avec Annie en remorque et a regardé son visage. « Qu'y a-t-il? » a-t-elle demandé doucement. « Rien, a-t-il dit. Alors nous devrions rentrer. » Elle l'a regardé un moment de plus. Elle a hoché la tête. Ils ont marché jusqu'au chariot ensemble. Et derrière eux, à travers les fenêtres ouvertes de la mairie, les voix de Red Hollow continuaient. Confuses, se recalibrant, commençant le travail lent et inconfortable de décider quel genre de ville elle voulait être. Caleb Mercer n'a pas quitté Red Hollow. Ethan s'y était à moitié attendu. Que l'exposition à l'audience, les documents, le journaliste du Tribune, le dénouement public de 6 semaines de manœuvres prudentes, serait une humiliation suffisante pour pousser un homme à limiter ses pertes et à rediriger ses ambitions ailleurs. Il avait vu des hommes le faire avant. Avaler la défaite, recalculer, trouver une cible plus facile. Mercer n'était pas ce genre d'homme. Il était l'autre genre. Le genre dont la fierté est si liée à la victoire que la défaite devient quelque chose de personnel. Quelque chose qui exige une réponse, quel qu'en soit le coût. Ethan a compris cela à son sujet dans les 4 jours suivant l'audience. Parce que 4 jours après l'audience, son eau a été coupée. Pas le ruisseau, personne ne possédait le ruisseau, mais le canal d'irrigation qui allait du ruisseau au potager et à l'abreuvoir avait été creusé il y a 3 ans. À travers une étroite bande de terre qui appartenait techniquement à un éleveur nommé Cole Dunard, qui avait toujours été bon voisin à ce sujet, qui avait serré la main d'Ethan chaque automne à la fête des récoltes pendant une décennie. Cole Dunard avait apparemment reconsidéré son bon voisinage. Il a envoyé un avis écrit, formel, rigide, clairement pas écrit par Cole, qui n'avait jamais de sa vie utilisé l'expression « conformément au statut d'utilisation des terres ». Il informait Ethan que le canal d'irrigation constituait une servitude non autorisée et devait être bloqué dans les 10 jours. Ethan l'a lu, l'a plié, l'a posé à côté de la première lettre de Fitch sur l'étagère de la cuisine où il gardait les documents de cette saison particulière. Mercer a eu Cole, a-t-il dit à Clara ce soir-là. Sa dette, a-t-elle demandé. Ça doit être ça. Il s'est assis. Cole a des difficultés depuis que sa femme est tombée malade au printemps dernier. Des factures médicales. Mercer détient son papier. Le visage de Clara était impassible. Il serre tout le monde autour de vous. Il resserre le cercle.
Ethan a regardé ses mains sur la table. Il ne peut plus s'attaquer directement au ranch, pas après l'audience. Alors il s'attaque à tout ce qui l'entoure. Que faisons-nous pour l'eau? Je creuse un nouveau canal, un trajet plus long, entièrement sur ma terre. Ça prendra une semaine et ce sera un travail difficile. Il a levé les yeux. Luke va vouloir aider. Luke a 10 ans. Luke a 10 ans et se traite tranquillement comme un homme adulte depuis 2 ans. Lui dire qu'il ne peut pas aider sera pire que de le laisser faire. Il a soutenu son regard. C'est votre décision, mais c'est de mon avis. Clara est restée silencieuse un moment. Laisse-le aider, a-t-elle dit. Mais tu le surveilles, toujours. Ils ont creusé pendant 6 jours. Ethan, Luke et un ouvrier agricole nommé Sully, qui avait 63 ans et les bras d'un homme de la moitié de son âge. Et l'opinion que Caleb Mercer était, et il a utilisé le mot exact, un scélérat. Sully n'avait pas été impliqué dans l'audience, n'avait signé aucune plainte. Et il s'était présenté à la barrière du ranch le matin après l'avis sur l'eau avec une pelle sur l'épaule et aucune explication au-delà de « Ah, j'ai entendu dire qu'il y avait du creusage à faire. » Ethan l'a payé équitablement. Sully a dit que le creusage était un paiement suffisant, ce qui a dit à Ethan quelque chose sur ce que l'audience avait fait au climat interne de la ville, même si le climat externe était encore froid. Luke a creusé sans se plaindre, sans drame, avec l'énergie concentrée d'un garçon qui avait besoin de mettre son corps au travail parce que son esprit portait plus qu'un enfant de 10 ans ne devrait porter. Le 3e jour, quand ils ont fait une pause pour boire de l'eau et que Sully s'est éloigné pour manger son déjeuner de sa manière solitaire préférée, Luke s'est assis à côté d'Ethan dans l'herbe sèche et a dit sans préambule, « Je veux rester ici. » Ethan l'a regardé. « Je veux dire, Luke a ramassé une pierre, l'a tournée dans ses doigts. Je sais que nous travaillons pour vous. Je sais que c'est ça, mais je veux... » Il s'est arrêté. « Je veux que ce soit ici que nous vivions, pas juste pour l'instant. » Les mots ont atterri avec le poids particulier de quelque chose qu'un enfant s'est entraîné à dire. Ethan est resté silencieux un long moment. Le ruisseau coulait à 30 pieds de là et la chaleur de l'été pesait sur tout. « Ce n'est pas entièrement ma décision, a-t-il dit finalement. Je sais, je devrais demander à maman. Luke a regardé la pierre. Mais je vous le demande d'abord, parce que si vous ne voulez pas que nous restions, alors ça ne sert à rien de lui demander. Ethan a regardé ce garçon. 10 ans, sans père depuis 2 ans, portant une responsabilité silencieuse comme un homme 2 fois sa taille. Et il a senti la vérité du moment pressé contre sa poitrine. « Je veux que vous restiez, a-t-il dit. Luke a levé les yeux. « Vous tous, a dit Ethan. C'est vrai depuis un moment. Je ne l'avais juste pas dit. » Luke est resté silencieux. Il a retourné la pierre une fois de plus. Puis il l'a posée soigneusement, comme s'il plaçait quelque chose. « D'accord, a-t-il dit. » Il a ramassé sa pelle et est retourné au travail. Le canal a été terminé un samedi. L'eau y coulait, propre et forte, entièrement sur la terre de Callahan. Et quand Annie l'a vu fonctionner, elle a applaudi comme s'ils avaient accompli un miracle, ce qui, dans les circonstances, n'était pas entièrement faux. Ce soir-là, Sully est resté pour le souper. La table de la cuisine n'avait jamais été aussi pleine. Et Annie a longuement parlé à Sully de Bouton le chat, des poules, et du cheval qu'on lui avait promis qu'elle pourrait monter quand elle serait un peu plus grande. Une promesse qu'Ethan n'avait aucun souvenir d'avoir faite, mais qu'il ne l'a pas contestée. Sully a mangé 2 assiettes et a dit que c'était le meilleur repas qu'il ait eu depuis 1869, ce qui était probablement une exagération, mais qui semblait vrai de la manière qui compte. Quand il est parti, il s'est arrêté à la porte et a regardé la table, la lampe, la vaisselle, la famille arrangée autour avec une expression qui avait quelque chose de vieux et de privé. « Bonne maison », a-t-il dit simplement. Il entendait par là plus que le bâtiment. Tout le monde l'a compris. La grange a brûlé un mardi. Pas la maison, la grange. Et pas par accident. Ethan a senti la fumée avant de voir la lumière. Il dormait, puis il ne dormait plus, parce que l'odeur l'a frappé, et son corps a su ce que c'était avant que son esprit ne rattrape. Et il était hors du lit, à travers la porte et dans la cour dans le noir, avant d'avoir complètement formulé la pensée. Feu. La grange était bien en feu quand il est arrivé. Les chevaux hurlaient. Il est entré quand même. Il a sorti 2 chevaux, puis un 3e. Le 4e était dans le box du fond, paniqué au point de ne plus bouger. Il a attrapé son licol et a tiré,
parlant d'une voix basse et rauque, comme on parle à un animal effrayé. Et le cheval est finalement venu, violemment, le renversant presque, et ils sont sortis de la grange ensemble, dans l'air chaud et sombre. Le cheval a couru, et Ethan s'est retourné. Luke se tenait à la porte de la grange. Il était arrivé avant qu'Ethan ne le voie, et il avait sorti les chevaux du côté le plus proche tout seul. Deux d'entre eux, dans le noir, en feu, à 10 ans. Il se tenait là, avec une brûlure sur l'avant-bras gauche et un regard sauvage et concentré. « J'ai sorti Molly et le Rouen », a-t-il dit. Sa voix tremblait, mais son corps non. Ethan a attrapé les épaules du garçon. « Rentre dans la maison. »« Tu m'entends? »« Tout de suite. Mais Maintenant, Luke. Luke est parti. Il est parti sans discuter, ce qui signifiait qu'il comprenait que l'ordre n'était pas négociable. Ethan s'est retourné. La grange était irrécupérable. Il pouvait le voir. Mais la remise à outils était connectée au coin sud, et si le feu l'atteignait, il atteindrait le mur de la maison 20 pieds de plus loin. Et ça n'allait pas arriver. Il a travaillé pendant 2 heures. Sully est apparu de nulle part, car Sully avait apparemment l'instinct d'un homme qui a vécu assez longtemps pour savoir quand se présenter. Ensemble, ils ont empêché le feu d'atteindre la remise. La grange a brûlé jusqu'à ses os, puis en cendres. Et la nuit du Wyoming est redevenue silencieuse. Et Ethan se tenait dans la cour, couvert de fumée et de cendres, et regardait ce qui restait. Clara était derrière lui. Elle était là depuis la dernière heure, transportant de l'eau avec l'efficacité sinistre d'une femme qui ne panique pas. Restant en retrait parce qu'il le lui avait dit, faisant ce qu'elle pouvait depuis le périmètre. Elle se tenait à côté de lui et regardait la ruine. « Les chevaux » a-t-elle demandé. « Tous sortis. Luke en a sorti 2 avant que j'arrive. » Elle a fait un son, pas tout à fait un mot. Le son d'une mère qui vient de réaliser pleinement ce que son fils a fait. « Son bras » a dit Ethan. « Je l'ai pensé. » Ce n'est pas profond. Ils sont restés là. La cendre est retombée. Le premier gris de l'aube commençait au bord du ciel. « Merci » a dit Clara, ou quelqu'un que Mercer a payé. La voix d'Ethan était très calme et très égale. « Il y aura des traces. Je les trouverai à la lumière du jour. Et alors je saurai. » Clara s'est tournée pour le regarder. Son visage à l'aube était couvert de cendres, épuisé et absolument déterminé. À la manière d'un homme qui a dépassé la colère pour atteindre quelque chose de plus froid et de plus résolu. « Ethan » a-t-elle dit, son nom avec le poids particulier de quelqu'un qui veut s'assurer d'être entendu. « Quoi que tu penses en ce moment, tu ne le fais pas seul, il l'a regardé. Tu ne pars pas seul, a-t-elle dit. Tu ne l'affrontes pas seul. Quoi qu'il arrive ensuite, tu ne le portes pas seul, plus maintenant. Il a soutenu son regard. Plus maintenant, a-t-elle répété plus doucement. C'était la chose la plus directe qu'elle lui ait dite en 2 mois. Il en a compris chaque couche. « Je ne le ferai pas », a-t-il dit. Elle a hoché la tête une fois. Elle est retournée à l'intérieur. Il est resté dans la cour jusqu'à ce qu'il fasse assez jours pour suivre les traces. Les traces menaient à la route du sud et à une paire de bottes qui correspondaient à un homme nommé Denny Voigt. Il faisait des petits boulots pour Mercer et avait l'air d'un homme qui n'avait jamais demandé à quoi servait quelque chose avant d'accepter de le faire. Ethan a trouvé les bottes dans le dortoir derrière la propriété de Mercer. Ce qui était soit une stupidité effrontée, soit l'action d'un homme qui était absolument sûr d'être intouchable. Il a apporté les traces au shérif Croft. Croft était jeune, mal à l'aise et clairement conscient que l'arrestation d'un homme lié à Caleb Mercer avait des implications pour son maintien en poste à Red Hollow. Il a regardé les preuves que Ethan a présentées avec l'expression d'un homme qui calcule très vite. « Ça implique Mercer », a dit Croft. « Ça implique Voigt. Ce que ça dit sur Mercer est une autre question. Ethan, un homme a brûlé ma grange. Il y avait des chevaux à l'intérieur. Mon fils y est entré après eux et a une brûlure sur le bras pour le prouver. » La voix d'Ethan n'a pas monté. « Je ne vous demande rien d'autre que de faire votre travail, shérif. » Croft a regardé les preuves un long moment. « Donnez-moi jusqu'à demain matin, a-t-il dit. Vous avez jusqu'à ce soir. » Croft a arrêté Denny Voigt avant midi le lendemain. Voigt, qui avait la malheureuse qualité de craquer sous une pression minimale, a donné le nom de Mercer en moins de 2 heures. Il n'avait pas de documentation. C'était un arrangement en espèces et une instruction verbale. Mais il avait assez de détails pour que Croft n'ait d'autre choix que d'amener Mercer pour interrogatoire. La nouvelle a traversé Red Hollow comme les nouvelles traversent les petites villes qui ont retenu leur souffle. Rapide, complète, et avec une qualité de libération,
comme la pression qui baisse avant un changement de temps. Ethan a appris l'interrogatoire par Fitch, qui avait été informé par l'avocat de Cheyenne, qui avait été informé par le journaliste du Tribune, qui avait apparemment gardé un œil attentif sur les événements de Red Hollow depuis l'audience. Le réseau d'information que Clara avait involontairement mis en place avec sa lettre à sa belle-sœur avait développé une vie propre. Ida Perkins est venue au ranch cet après-midi-là avec une vraie tarte, aux pommes, encore chaude, et l'expression d'une femme qui avait quelque chose à dire et qui allait le dire dans le contexte d'une offrande de paix. « Je l'ai signée », a-t-elle dit. Elle se tenait dans la cuisine, la tarte sur la table, sans s'asseoir, car s'asseoir aurait été confortable, et elle ne sentait pas qu'elle avait mérité le confort. La plainte, en juillet, avant que je... Elle s'est arrêtée, avant que je sache. Clara l'a regardée. « J'aurais dû savoir », a dit Ida. « Je vis ici depuis 30 ans. Je savais ce qu'était Mercer. J'ai signé quand même parce que les autres femmes signaient et j'étais... » Elle a serré les lèvres. « J'étais une lâche et je suis désolée. » La cuisine était silencieuse. Clara a dit « Pourquoi me le dites-vous à moi et pas à Ethan? Parce que c'est à vous que j'ai fait le plus de tort. » Ida l'a regardé directement. C'est un homme avec des terres et une position. Il avait quelque chose à défendre. Vous n'aviez rien quand vous êtes arrivé ici, rien que ses enfants. Et j'ai signé un papier qui disait que vous étiez un problème. Sa voix est devenue rauque. C'était mal. Je savais que c'était mal et je l'ai fait quand même. Je suis désolé. Clara est restée silencieuse un moment. Annie était dans la cour. Luke était avec les chevaux. La cuisine n'avait que les deux femmes, l'odeur chaude de la tarte et très intense de lâcheté accumulée d'une petite ville posée sur la table entre elles. « Asseyez-vous, Madame Perkins, » a dit Clara. Ida s'est assise. Clara a versé du café. « Vous n'êtes pas la seule à avoir signé, » a dit Clara. « Et vous êtes la seule à être venue le dire. Ça compte. » Ida a enroulé ses mains autour de la tasse. « J'ai parlé à certaines des autres. » Martha Greer a du mal à se regarder en ce moment. « Je pense que vous verrez plus de gens. » Elle a fait une pause. « Pas tous. Certaines personnes ne reviennent pas de ce qu'elles ont fait. Mais certaines le feront. »« Je sais, » a dit Clara. « Vous n'êtes pas en colère. » Clara l'a regardée à travers la table. « Je suis en colère depuis 2 mois, Madame Perkins. Je suis fatiguée du poids de cette colère. » Elle a enroulé ses propres mains autour de sa tasse. « Je préfère utiliser cette énergie pour autre chose. » Ida est restée silencieuse. Puis, de manière inattendue, ses yeux ont brillé. Elle a rapidement baissé les yeux sur son café. « Vous êtes une bonne femme, » a-t-elle dit d'une voix bourrue. « Rose vous aurait aimé. » Clara n'a rien dit, mais quelque chose dans son visage s'est adouci. Ethan a appris la visite d'Ida par Luke, qui était entré chercher de l'eau et avait assisté à la fin de la conversation. Il l'a rapporté à Ethan dans la grange avec la brièveté précise de quelqu'un qui transmet une information. « Madame Perkins s'est excusée, » a dit Luke. « Pour de vrai? »« Je crois. Pas le genre où on s'excuse, mais on pense toujours qu'on a raison. Comment peux-tu faire la différence? » Luke a réfléchi sérieusement. Elle a beaucoup regardé le sol. Les gens qui ne sont pas vraiment désolés te regardent pour que tu vois qu'ils sont désolés. Ethan a regardé le garçon un moment. C'est une observation très précise. Maman a pleuré un peu après son départ. Elle ne voulait pas que je la voie. Luke a regardé Ethan fixement. Elle a apporté beaucoup de choses. Je sais. Plus qu'elle ne le montre. Je le sais aussi. Luke est resté silencieux un moment. Alors, vous allez lui dire quelque chose ou vous allez juste le savoir sans le dire. La franchise de la question, livrée sans gêne, comme seuls les enfants peuvent livrer ce que les adultes ont soigneusement évité de dire, a atterri quelque part entre le drôle et le dévastateur. Ethan a regardé Luke. Luke l'a regardé en retour avec une patience calme. « Je dirais quelque chose, » a dit Ethan. « Bien, » a dit Luke, et il a ramassé son seau et est retourné aux chevaux. Il l'a trouvée dans le potager au crépuscule. Elle arrachait les dernières mauvaises herbes de l'été entre les rangs de haricots. Le travail qu'elle faisait à la fin des journées difficiles, la tâche physique vers laquelle ses mains se tournaient quand son esprit avait besoin d'un endroit où se poser. Il s'est arrêté au bord du jardin. Elle l'avait entendu arriver, mais elle n'a pas arrêté de travailler. « Ida est venue », a-t-elle dit. Luke m'a dit, « Les autres viendront peut-être aussi. Certains d'entre eux, peut-être. » Il a fait une pause. « Clara. » Elle s'est arrêtée au son de son nom dans sa voix. Elle s'est tournée pour le regarder.
Luke m'a demandé il y a 2 jours si je voulais que vous restiez, a-t-il dit. Je lui ai dit oui. Il a soutenu son regard. J'aurais dû vous le dire à vous. Le jardin était silencieux. La dernière lumière du jour faisait ce que la lumière d'août fait dans le Wyoming. Elle devenait dorée, longue, donc légèrement insupportable dans sa beauté. Clara l'a regardée. Ses mains étaient encore sales, des mains de travailleuse. Je ne veux pas être un arrangement, a-t-elle dit prudemment. J'ai été reconnaissante. Je le suis. Mais je ne veux pas être quelque chose auquel vous êtes obligé parce que vous avez fait la bonne chose une fois et que maintenant la bonne chose ne vous lâche plus. Ce n'est pas ça. Alors qu'est-ce que c'est? Il a traversé la courte distance entre eux. Il s'est tenu assez près pour qu'elle doive lever les yeux vers lui, et il l'a regardée avec la même franchise qu'il utilisait pour tout. Pas de performance, pas de mots prudents, juste le simple fait de ce qui était vrai. Cette maison a été vide pendant 3 ans, a-t-il dit, et maintenant elle ne l'est plus. Et c'est grâce à vous. Pas à cause de votre cuisine ou de votre travail ou de ce que vous faites pour l'endroit, bien que tout cela compte. À cause de vous. Il a fait une pause. Je voudrais que vous restiez, pas comme une gouvernante, pas comme une employée, comme... Il s'est arrêté. Comme quoi? A-t-elle demandé doucement. Il l'a regardé, comme la personne que vous êtes déjà ici, a-t-il dit. Si vous voulez l'être. Clara est restée immobile un long moment, ses mains, son visage, la lumière. J'ai 2 enfants, a-t-elle dit. Je sais, je les ai rencontrés. Quelque chose a traversé son visage. Quelque chose qui avait été prudent pendant très longtemps, lâchant sa prudence. La grange a besoin d'être reconstruite, a-t-elle dit. C'est vrai, c'est beaucoup de travail, c'est vrai. Vous aurez besoin d'aide, j'en aurai besoin. Elle l'a regardé, le coin de sa bouche a bougé, pas tout à fait un sourire, mais presque, le début d'un. Luke voudra aider. Luke m'a déjà informé qu'il a l'intention de le faire, a dit Ethan. Elle a ri. C'était le premier vrai rire qu'il entendait d'elle, surpris, réel et chaleureux. Et ça a changé toute la qualité de la soirée. Il a souri. Il n'a pas pu s'en empêcher. La voix d'Annie est venue de la cour, appelant sa mère avec la persistance inexorable de ses 6 ans. Clara a tourné la tête vers elle. « J'arrive, Annie », a-t-elle appelé. Elle a regardé Ethan une dernière fois. Quelque chose s'est installé entre eux. Pas un début exactement, plutôt une reconnaissance de quelque chose qui était vrai depuis un moment et qui ne prétendait plus ne pas l'être. « Je veux rester », a-t-elle dit. Il a hoché la tête, simple, comme quelque chose de décidé. Elle laisse passer devant lui vers la maison. Et Annie est venue en courant et s'est jetée dans ses jambes. Et Clara a attrapé sa fille à 2 bras et l'a soulevée. Et Ethan les a regardés entrer ensemble. Il est resté dans le jardin dans la dernière lumière. Au-dessus de lui, le sauve-vie. Le ciel du Wyoming faisait son impossible truc doux, prenant des couleurs qui n'avaient pas de nom. Et les montagnes se tenaient lourdes et patientes à l'horizon. Comme elles s'étaient toujours tenues. Comme elles s'étaient tenues quand Rose était en vie et quand elle ne l'était plus. Et pendant les 3 années vides et maintenant à travers ça. Il a pensé, la grange a besoin d'être reconstruite. Il a pensé, je sais comment construire des choses. Il s'est retourné et a marché vers la maison. Et derrière la fenêtre de la cuisine, la lampe s'est allumée. La grange s'est reconstruite en morceaux, comme la plupart des choses base qui en valent la peine. Pas d'un coup, pas par une seule personne, mais par accumulation. Sully est venu le premier matin avec du bois dans son chariot et 2 hommes qu'Ethan ne connaissait pas. Ils se sont avérés être des frères de l'Est du Kentucky qui avaient entendu parler de l'incendie comme les nouvelles voyages dans les régions d'élevage. Un bouche à oreille rapide, arrivant déjà avec un jugement. Le jugement était qu'un incendie criminel est un incendie criminel et qu'un homme dont la grange a brûlé mérite l'aide de ses voisins. Et ces 2 frères l'avaient décidé, indépendamment de tout sentiment particulier pour Ethan Callahan, la veuve Caleb Mercer ou quoi que ce soit d'autre. Ils se sont présentés. Ils ont travaillé. Ils sont partis à la nuit tombée sans attendre de souper. Ils sont revenus le lendemain. Le 3e jour, Cole Dunard est apparu à la barrière. Ethan l'a vu depuis la charpente et est descendu du mur à moitié construit sans se presser. Cole se tenait à la barrière, tenant son chapeau à 2 mains, avec la posture d'un homme faisant pénitence, ce qu'il faisait. Mercer a exigé le remboursement de ma dette, a dit Cole. Il y a 1 mois. Il m'a dit qu'il prolongerait si je vous envoyais la lettre de servitude. Il a regardé le sol.
Je savais ce qu'il faisait. Je l'ai envoyé quand même. Ethan l'a regardé. Je suis désolé, a dit Cole. C'est tout. Je suis désolé. Mercer est à Cheyenne en ce moment, interrogé par le procureur du territoire, a dit Ethan. Votre dette pourrait en faire partie. Vous devriez parler à Fitch. Cole a levé les yeux, surpris. Le procureur du territoire, le journaliste du Tribune a fait plus de recherches après l'audience. La terre des Henderson, votre dette. Deux autres éleveurs dont je ne connaissais pas l'existence. La voix d'Ethan était égale. Mercer fait ça depuis longtemps et a beaucoup de gens. Vous n'étiez pas le premier. La mâchoire de Cole a travaillé. J'aurais dû venir vous voir au lieu de... Oui, a dit Ethan simplement. Vous auriez dû. Il a regardé l'homme un moment. Tu veux arranger les choses, Cole? Tu peux prendre un marteau. Il nous manque un homme sur le mur est. Cole a regardé la grange, les ouvriers, Ethan. D'accord, a-t-il dit doucement. Il a attaché son cheval et est allé chercher un marteau. Clara a regardé depuis la fenêtre de la cuisine la grange monter jour après jour, et elle a gardé une trace des visages comme elle gardait une trace de tout, soigneusement, sans sentimentalité, notant ce qui était réel. Certains visages étaient familiers, Sully, les frères, Cole Dunard, une femme de l'église qui a apporté de la nourriture 3 jours de suite et n'a jamais demandé à entrer, la laissant juste à la porte, ce qui était sa propre forme d'excuse. Certains visages étaient nouveaux, des gens qu'elle n'avait pas encore rencontrés, qui sont venus parce que la nouvelle avait voyagé. Et parce que l'histoire de ce que Mercer avait fait se répandait de la manière spécifique dont les histoires se répandent. Quand elle confirme ce que les gens soupçonnaient d'un homme qui a trop de pouvoir dans un petit endroit. Martha Greer est venue un mercredi. C'était la femme de Walt, la femme qui avait observé Clara à l'église avec des yeux calculateurs, qui avait été parmi les premières à chuchoter et les dernières à reconsidérer. Elle est venue seule, sans Walt, ce qui racontait sa propre histoire. Elle a apporté un pot de confiture, s'est tenue à la porte de la cuisine et a dit « Je vous dois des excuses. Entrez », a dit Clara. Martha est entrée et elle s'est assise. Elle a regardé ses mains. « J'avais peur de vous », a-t-elle dit. « Quand vous êtes arrivé, pas peur de vous spécifiquement, peur de ce que ça signifiait. Une femme comme vous, capable, seule, ne demandant rien à personne. Ça m'a fait me sentir... » Elle s'est arrêtée. « Petite », a dit Clara doucement. Martha a levé les yeux. « Ça vous a fait sentir que la mauvaise sorte de femme était arrivée et faisait prendre conscience à tout le monde de ce qu'était la mauvaise sorte, a dit Clara. Pas méchamment, juste vrai. » Les yeux de Martha ont brillé. « C'est une chose difficile à entendre, » dit à voix haute. « Je sais. Je l'ai pensé d'autres femmes moi-même à différents moments de ma vie. » Clara a versé du café. « Nous ne sommes pas toujours gentils les unes avec les autres, surtout quand nous avons peur. » Martha a réfléchi à cela. « Walt a du mal. Il sait ce qu'il a fait. Walt n'est pas un mauvais homme. Et de smartphone. C'est un homme faible. Il y a une différence, c'est vrai. Il veut devenir s'excuser. Il n'est pas sûr d'être bien reçu. Il sera bien reçu, a dit Clara, quand il sera prêt. » Martha l'a regardé avec le regard d'une femme révisant une opinion qu'elle avait eue pendant des mois. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais. Les gens n'arrêtent pas de dire ça. À quoi vous attendiez-vous que nous nous attendions? » Clara la regarda fixement. « Rien de bon, a-t-elle dit. Et vous n'avez pas déçu pendant un moment. » Martha les a surprises toutes les deux en riant. C'était un son court et surpris, mais c'était réel. La grange a été terminée un vendredi. Ethan a planté le dernier clou dans la poutre supérieure en fin d'après-midi, avec Luke à ses côtés et Sully qui regardait d'en bas, avec l'œil critique d'un homme qui prend la construction personnellement. Quand ce fut terminé, Sully a fait 2 fois le tour de la structure, inspectant, puis a dit qu'elle tiendrait, et que la pente du côté ait été meilleure que l'original, ce qu'Ethan a pris comme un grand compliment. Annie a déclaré la nouvelle grange supérieure à l'ancienne au motif qu'elle sentait meilleure, ce qui a fait rire Sully pour la première fois depuis qu'Ethan le connaissait. Ce soir-là, Clara a préparé un vrai souper. Pas le rationnement prudent des dernières semaines, mais l'abondance d'une femme cuisinant pour des gens qu'elle voulait nourrir. La table accueillait Ethan, Clara, Luke, Annie, Sully et Cole Dunard, qui avaient tranquillement travaillé à leur côté chaque jour depuis son arrivée à la barrière, reconstruisant la chose qui l'avait aidé à endommager. Un clou à la fois. C'était bruyant. Annie a discouru sur les poules, le chat, et un plan complet qu'elle avait développé pour un 2e chat,
qu'elle appelait Chat 2 par souci d'efficacité. Sully s'est disputé avec Cole sur l'angle approprié pour les renforts de clôture. Luke a parlé plus qu'à n'importe quelle table dont Ethan pouvait se souvenir. Le silence prudent en lui cédant enfin la place à quelque chose de plus détendu et de plus jeune. Ethan était assis en bout de halle, disait très peu et regardait tout cela. Et il sentait dans sa poitrine le poids spécifique d'une vie en reconstruction. Pas la même qu'avant, meilleure à certains égards qu'il n'avait pas prévus, différente à d'autres qui le surprenaient encore parfois. Après le souper, après le départ de Sully et Cole, et que les enfants soient au lit, Clara a fait la vaisselle et Ethan a essuyé, comme ils en avaient pris l'habitude. Et la cuisine était silencieuse, du silence facile de personnes qui ont cessé de jouer le confort et qui l'ont simplement. Clara lui a tendu une assiette. L'avocat de Mercer est venu voir Fitch aujourd'hui. Ethan l'a regardé. Ils veulent un arrangement, a-t-elle dit. Laissez tout tomber discrètement. Voix paye une amende. Mercy paye des dommages pour la grange, la terre des Henderson et les 2 autres éleveurs. Poste de charges criminelles. Que dit Fitch? Il dit que c'est votre décision. Il dit qu'un arrangement discret signifie que Mercer ne va pas au procès, que rien ne figure dans le dossier. Elle a croisé son regard. Ça veut dire qu'il garde la banque, garde la terre, garde sa position ici. Juste diminuer. Qu'en pensez-vous? Elle a regardé le plot dans ses mains. Je pense que les gens qu'il a blessés ont besoin de l'argent. Les Henderson, Cole, les autres. Un arrangement les paye. Elle a levé les yeux. Je pense aussi que vous vous battez contre ça depuis 2 mois et que vous êtes fatigué. Et votre grange vient d'être reconstruite et vos enfants... Elle s'est arrêtée. Mes enfants, a-t-il dit. Elle a entendu ce qu'il a fait avec ces 2 mots. Elle l'a regardé. Mes enfants, a-t-il répété fermement, la regardant, signifiant tout cela. Luke et Annie. Le garçon qui avait creusé son canal et tiré des chevaux du feu. La fille qui avait nommé son chat et rendu sa maison bruyante à nouveau. Clara a posé le plat. Elle s'est tournée pour lui faire face. Ethan, je veux vous épouser, a-t-il dit simplement. Sans cérémonie, sans préambule, sans la construction élaborée d'une déclaration romantique. Juste le fait, dit directement, comme il disait tout ce qui comptait. J'aurais dû le dire avant. Je le dis maintenant. Je veux que vous soyez ma femme. Je veux que Luke et Annie se rangent comme le leur. Je veux que nous cessions d'être un arrangement et que nous commencions à être ce que nous sommes déjà. La cuisine est restée très immobile. Clara l'a regardée pendant un long moment. La lampe a bougé. La nuit dehors était silencieuse. Quelque part dans la maison, Annie parlait dans son sommeil. Ce murmure bas et continu d'une enfant dont l'esprit continue de travailler même en rêve. « Vous ne demandez pas à cause de la ville, a dit Clara. Ou de l'audience ou de ce que les gens pensent. Non. Vous ne demandez pas parce que ça simplifie les choses légalement. Non. Pourquoi alors? Parce que je vous aime, a-t-il dit, et j'ai été lent à le dire. Et Luke m'a informé avec une franchise considérable que j'étais le genre d'homme qui sait des choses et ne les dit pas. Et j'essaie de faire mieux. Clara a fait un son qui était en partie un rire et en partie toute autre chose. Elle a pressé sa main sur sa bouche un moment. Puis elle l'a enlevé. Luke a dit ça mot pour mot. Il vous parle comme ça depuis environ 1 mois. Elle a secoué la tête lentement. Il va être insupportable quand il découvrira que ça a marché. Probablement. Elle a regardé Ethan. Tout sur son visage était ouvert. La prudence qu'elle avait portée pendant 2 ans, le calme exercé, la distance gérée, tout cela mis de côté. Juste elle. Oui, a-t-elle dit. Oui, oui, je vous épouserai. Elle a soutenu son regard. Je vous aime aussi. J'ai été lente à le dire aussi. Il a tendu la main et a pris la sienne. C'était tout. Juste sa main et la sienne dans la cuisine dont ils avaient en fait un foyer. Dans la maison qui avait cessé d'être une tombe. Ils l'ont dit aux enfants le lendemain matin au petit déjeuner. Annie a reçu la nouvelle qu'Ethan allait être son père, avec l'équanimité d'une enfant qui travaillait à cette conclusion depuis des semaines et qui était satisfaite que les adultes aient enfin rattrapé leur retard. Elle a dit « Est-ce que ça veut dire que je peux monter le bail? » Et quand Ethan a dit oui, elle a considéré toute l'affaire comme résolue de manière satisfaisante et est retournée à ses œufs. Luke n'a rien dit pendant un long moment. Il a regardé Ethan à travers la table avec ses yeux stables et trop vieux. Puis, il a regardé sa mère, puis de nouveau Ethan. « Vous le pensiez vraiment, a dit Luke. Ce que vous avez dit dans la grange à propos de vouloir que nous restions.
Je le pensais. Ce n'était pas juste. Luke a cherché le mot. Ce n'était pas juste parce que c'était la bonne chose à faire. Non, a dit Ethan, c'était parce que je le voulais. Les deux choses peuvent être vraies. Habituellement, les choses qui comptent sont les deux. Luke a intégré cela. Il a hoché la tête lentement, du hochement délibéré d'un enfant de 10 ans qui classe quelque chose pour en être sûr plus tard. Puis il a dit, « Je peux apprendre à travailler le pâturage du Nord après le mariage? » Ethan l'a regardé. « Tu peux commencer sur le pâturage du Nord avant le mariage. » Luke a souri. Pas le sourire prudent et presque inexistant qu'il réussissait habituellement, mais un vrai, celui qui changeait tout son visage en quelque chose qui correspondait à son âge réel. C'était la meilleure chose qu'Ethan ait vue depuis des années. Ils se sont mariés un dimanche de septembre dans l'église blanche au bout de la rue principale, avec le pasteur Brooks qui officiait et une congrégation plus nombreuse que ce à quoi ils s'attendaient. Toute Red Hollow n'est pas venue. Certains sont restés à l'écart. Des hommes avec une fierté trop grande pour passer la porte d'une église contre laquelle ils s'étaient opposés pendant des mois. Ethan ne leur en a pas voulu. La fierté était une chose lente à bouger. Mais assez sont venus. Ida Perkins était assise au deuxième rang, portait son beau chapeau et a pleuré ouvertement dès le premier hymne. Ce qu'elle aurait nié si quelqu'un en avait parlé, et personne ne l'a fait. Cole Dunars est venu avec sa femme. Walt Greers est venu seul, sans Martha, et s'est assis au fond. Et quand il a croisé le regard d'Ethan avant le service, il a hoché la tête une fois. Un petit hochement de tête simple, et Ethan a répondu de même. Et c'était leur propre version de ce qui était suffisant. Sully était assis au premier rang du côté d'Ethan, avait nettoyé ses bottes pour l'occasion, et disait à qui voulait l'entendre qu'il avait vu cela venir depuis le deuxième jour où il avait travaillé au ranch. Ce qui n'était presque certainement pas vrai, mais qui sonnait vrai, ce qui, dans la philosophie du monde de Sully, était assez proche. Luke se tenait à côté d'Ethan au début de la cérémonie. Le dos droit, le visage sérieux, la posture d'un garçon qui comprenait la gravité de ce qui se passait et avait décidé d'être à la hauteur. À un moment donné, pendant les paroles du pasteur Brooks, la main de Luke a trouvé le bras d'Ethan. Pas pour le tenir, mais c'est pour s'y reposer. La pression légère et spécifique d'un enfant qui revendique sa place. Ethan est resté très immobile et n'a pas baissé les yeux, car il savait que s'il le faisait, il ne pourrait pas garder une expression appropriée. Annie se tenait à côté de sa mère et tenait ses fleurs avec une concentration énorme pendant environ 2 minutes. Puis elle a commencé à examiner un fil lâche sur sa robe. Et Clara a baissé la main et a pris celle de sa fille sans détourner le regard d'Ethan. Et Annie s'est soumise à cela avec un soupir et est restée immobile. Quand le pasteur Brooks a demandé si quelqu'un présent connaissait une raison pour laquelle ces deux personnes ne devraient pas être unies, l'Église était absolument silencieuse. Ethan n'avait pas été certain qu'elle le serait. Elle l'a été. Clara l'a regardé à travers ce silence avec tout sur son visage qu'elle avait passé 2 ans à garder composé et prudent. Et il l'a regardé avec tout ce qu'il avait passé 3 ans à porter seul. Et le silence contenait tout cela et était suffisant. « Oui, je le veux », a dit Ethan. « Oui, je le veux », a dit Clara. 3 semaines plus tard, Caleb Mercer a accepté les termes de l'arrangement négocié par Fitch. Il a payé les Henderson. Il a payé Cole. Il a payé 2 autres éleveurs dont Ethan avait appris les noms au cours du processus. Des hommes que Mercer avait pressés, exploités et déplacés comme des pions sur un échiquier pendant des années. Il a payé des dommages pour la grange. Il ne s'est pas excusé. Il n'a pas quitté Red Hollow. Les hommes comme Mercer ne partent pas. Ils se contractent. Ils recalculent. Ils trouvent des ambitions plus petites dans des coins plus petits. La banque est restée sienne. Sa position est restée, bien que diminuée. Comme Fitch l'avait dit, comme un bâtiment encore debout après un incendie qui a tout brûlé à l'intérieur. Ethan n'a pas exigé d'excuses. Il avait cessé d'exiger des choses de Mercer quand il a compris qu'un homme dont le pouvoir vient entièrement de la peur des autres vit déjà dans une sorte de ruine. Il avait d'autres choses en tête. Octobre est arrivé dans le Wyoming comme il le fait, rapide, froid, avec la première neige arrivant plus tôt que prévu. Les montagnes sont devenues blanches et le ranch s'est lancé dans la belle et sérieuse affaire de la préparation de l'hiver. La nouvelle grange a abrité sa première saison complète de chevaux et a été jugée supérieure par tous ceux qui y travaillaient. Le potager avait été correctement préparé pour l'hiver pour la première fois en 3 ans.
paillé et couvert, avec Clara qui planifiait déjà ce qui serait planté différemment là au printemps. Le canal d'irrigation coulait proprement le long de son nouveau tracé, à travers une terre qui était la leur. Un soir, quand le premier vrai froid est arrivé et que la famille est rentrée de l'obscurité précoce, que la lampe était allumée, que le souper était servi et que la maison était pleine du bruit des enfants et d'un vieil homme qui avait pris l'habitude de venir dîner 2 fois par semaine parce qu'il avait décidé qu'il en avait le droit. Ethan était assis en bout de table et regardait tout cela. Luke se disputant avec Sully à propos des chevaux. Annie racontant à sa mère quelque chose d'élaboré et d'urgent. Bouton le chat, installé sur la chaise qui était devenue définitivement la sienne. Clara se tournant du poêle avec un plat et croisant le regard d'Ethan à travers la pièce. Et ne faisant rien d'autre que de rester là, ses yeux sur les siens juste un instant. Juste eux deux, au milieu de tout ce bon bruit. Il a pensé à Rose comme il pensait toujours à elle. Avec amour, avec chagrin, avec cette douleur particulière de quelque chose qui ne disparaît pas, mais qui change de forme. Il a pensé à Grace, 3 ans, qui avait été enterrée au printemps de 1873, et après qui la maison était devenue silencieuse la première fois, avant le deuxième silence, avant le long hiver de lui seul, du travail et de la vue qu'elle aimait tant. Il a pensé, elles ne sont pas remplacées, rien ne les remplace. Il a pensé, et la maison est pleine, les deux choses vraies, les deux choses tenues. La voix d'Annie a percé. Papa, Sully dit que le bail est trop jeune pour être monté, mais je suis jeune aussi et je monte des choses. C'est un argument solide, a dit Ethan. Sully avait l'air outré. Ce n'est pas un argument solide. Le bail sera prêt au printemps, a dit Ethan. Vous pouvez tous les deux être prêts au printemps. Annie a réfléchi à cela. C'est juste, a-t-elle dit avec le ton judicieux d'une enfant de 6 ans qui a remporté une petite victoire et sait comment la conserver. Luke a croisé le regard d'Ethan à travers la table et a fait quelque chose qu'il faisait rarement. Il a souri. Un sourire rapide, sans garde, le sourire d'un garçon qui, pour la première fois depuis longtemps, n'est en charge de rien, ne porte rien, juste à une table avec sa famille, ayant 10 ans. Ethan a tenu ce regard un moment. Puis il a regardé Clara, qui avait tout entendu, qui le regardait avec des yeux calmes et certains. Elle n'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin. Certaines choses ne se disent pas parce qu'il n'y a pas de mots suffisants et pas de mots nécessaires. Parce que la chose elle-même est déjà présente et connue et ne nécessite aucune traduction. C'en était une. Plus tard, après que les enfants soient au lit, que Sully soit rentré chez lui, que la cuisine soit propre et que la lampe soit baissée, Ethan se tenait à la porte du porche et regardait la nuit du Wyoming. Les montagnes, les étoiles, la neige précoce blanche sur les crêtes. Clara est venue se tenir à côté de lui. Ils sont restés là ensemble, sans parler. Comme des gens qui ont traversé quelque chose de difficile et sont arrivés à un endroit réel et y sont simplement présents. Au bout d'un moment, elle a dit, « Luke m'a demandé aujourd'hui si on pouvait avoir un chien. Qu'est-ce que tu lui as dit? » Je lui ai dit de te demander. Ethan est resté silencieux un moment. « Au printemps, a-t-il dit. Quand le travail de la grange se calmera, c'est ce que je pensais que tu dirais. » Il la regarda de côté. « Tu lui as déjà dit au printemps, n'est-ce que pas? Je lui ai dit que c'était ta décision, Clara. » Ce qui est le cas, le coin de sa bouche a bougé. J'avais juste une idée de ce que serait la décision. Il a secoué la tête lentement. Elle a ri doucement là, dans le noir, et le son de son rire s'est répandu dans la nuit froide du Wyoming, et n'a été répondu par rien d'autre que les montagnes, patientes et énormes, tenant leur veille comme elles l'avaient toujours fait et le feraient toujours, indifférentes aux petites choses brillantes qui se passaient dans leur ombre, les incendies, les audiences, les longs silences et les mots finalement dits. Tout cela, chaque moment, comptant complètement. Une famille avait été construite ici, sur cette panse de terre, à partir de la perte, de l'entêtement et du courage spécifique de personnes qui refusaient d'arrêter. Et elle tiendrait.